Sunderlight Productions. Encore un épisode où on va vous parler de la FFPMI. Et vous savez déjà que c'est un sujet cher à mon cœur, mais cette fois, on va aborder des angles très concrets et même parler de retraite, de comptabilité et de prévoyance. Dans cette longue discussion avec Mehdi Jaffer, on va parler de racisme et d'empathie, d'être un peu plus qu'un prestataire, de sourire communicatif et de brisage de glace, d'anticiper le risque, d'artisanat et d'être entrepreneur, de faire évoluer ses photosignatures au fil du temps, d'être exigeant envers son propre travail et même se demander si ça vaut le coup de s'inspirer du travail des autres photographes. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Mehdi Jaffer. Bonjour Mehdi. Salut Julien. Bienvenue. Ça va ? Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te voir. On s'est vu il n'y a pas longtemps sur... alors moi je travaillais, toi tu passais un bon moment je crois. Exactement, en très bonne compagnie avec la FFPMI, effectivement. Une rencontre avec la FFPMI dans un événement, je ne sais pas si on peut donner le nom du truc, on va s'abstenir, mais voilà, on s'est croisés là-bas. Il se trouve que moi j'étais le photographe de cet événement-là grâce à la FFPMI, puisque comme la FFPMI est adhérente de cette association, ils ont dit les photographes, c'est votre domaine, recommandez-nous quelqu'un. Et puis dans les recommandations, il y avait moi, et puis j'ai eu le contrat. Et on s'est croisés, on s'est dit tiens, on devrait enregistrer un petit épisode ensemble un de ces jours. C'est ça. Et voilà, on y est 10 jours après. C'est pas mal. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, ça me touche beaucoup. Merci de l'avoir accepté. Et puis c'était un bel événement en plus. Ils étaient contents des photos, donc ça c'est déjà pas mal. Et voilà, mission accomplie. Chouette, et vous avez l'air d'avoir bien bouffé en plus. Moi je vous ai regardé de loin. Ils m'ont proposé, mais j'avais déjà mangé avant d'arriver. J'ai dit bon on va se calmer un petit peu, c'est pas la peine. Déjà pour ne serait-ce que pour le déplacement. Ouais. Non, ça avait l'air bien, ça avait l'air vraiment sympa. Carrément. Je pourrais pas poster les photos puisqu'on donne pas le nom du client, mais c'était assez sympa, c'était assez sympa à faire. Et c'est des événements cool à photographier, surtout que c'était vraiment genre à 4 stations de métro de chez moi. Donc c'est toujours les meilleurs trucs en fait. T'arrives avec ton petit sac à dos, tu poses tes affaires, tu fais ton truc, tu repars chez toi, t'es chez toi à 21h30. Et franchement, ça, c'est les jobs que je préfère, de très très loin. Tu connais le principe. Première question, c'est l'elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, il y a Steve Jobs à côté de toi, et il te laisse 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis ? Qu'est-ce que je lui dis ? Tout simplement, Mehdi Jaffer. On va boire un café. On va pas discuter longuement. Allez, je vous invite à boire un café. Le gars peut-être qu'il va me regarder bizarre. Je vais le prendre un petit peu par le bras, entre guillemets, sur mon petit côté méditerranéen, très tactile. Voilà. Et dans le regard, soit il me comprend, soit il me comprend pas. C'est oui ou non. On va pas chercher à discuter longuement dans un ascenseur. Quand t'es assis au café avec lui, qu'est-ce que tu lui dis sur toi ? Qu'est-ce que tu lui dis que tu fais dans la vie ? Je pense que Steve Jobs, je me suis un petit peu renseigné sur son parcours. Je pense qu'on a un parcours assez similaire. Il vient d'une famille modeste, etc. Et je pense que directement, on va aborder les choses de la vie dans son ensemble sans tralala, quoi. D'accord. Donc tu vas parler avec lui. Tu vas pas essayer de lui rendre quelque chose. Tu vas pas lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Du tout. Du tout. Et c'est la même démarche que j'ai de manière générale avec les gens ou même avec les clients, même si j'aime pas trop le terme client, même s'il faut effectivement vendre. Mais je pense que je me serais très bien entendu avec Steve Jobs. Je pense. Ouais. J'ai entendu qu'il était pas si sympa que ça. Je l'ai vu 2 fois en vrai. Steve Jobs. Ouais. Je vais pas parler parce qu'il était un petit peu loin. Une fois, il était sur une scène et la deuxième fois, il était le jour de l'inauguration de l'Apple Store Opéra. J'étais au rez-de-chaussée, il était sur la terrasse. Évidemment, quand il était sur la terrasse, toi, tu pouvais pas monter sur la terrasse. Mais c'était incroyable. C'était incroyable d'être aussi près de ce mec et de pas pouvoir lui parler. C'est très frustrant. Mais après, il doit être tellement sollicité en même temps, il doit garder une certaine stature, quoi, vis-à-vis des gens. C'est pas évident, je pense. Un certain nombre de gardes du corps aussi qui étaient autour et qui ne te laissaient pas approcher. Si je dois expliquer quand même aux gens qui nous écoutent qui tu es, ce que tu fais, je dirais que tu es photographe de mariage et de famille dans le Nord. J'allais dire schnorr, mais on va éviter le gros cliché, vaut mieux éviter. Cliché parce que voilà, ça va vite et ça peut déraper très loin. Que tu es président de la FFPMI des Hauts-de-France.
Et Exactement. la FFPMI, les gens qui écoutent régulièrement savent que c'est un sujet que j'aime bien et qui est cher à mon cœur, et on en a parlé en entrée. Voilà, s'il vous fallait une bonne raison d'adhérer à la FFPMI, j'ai quand même eu du job, et pas un beau job, franchement, cool, bien payé, et qui donne d'un beau résultat grâce à la FFPMI, et j'ai amorti mon adhésion, hein, concrètement, juste sur ce job-là. Mais voilà, c'est important d'en faire partie, et j'espère que ça vous donnera envie de participer, même si ça voudra dire probablement moins de boulot pour moi, parce que plus de concurrence, mais je partage. Ouais. Je partage le bon plan. Dans ce que je m'étais noté pour rebondir sur Elevator Pitch, j'aimerais que tu racontes l'histoire de Marie. Je te laisse, parce que tu la racontes en mots et en images. Ouais. Et j'ai trouvé très mignonne cette histoire, et je trouve ça chouette d'entendre ce genre de choses. Si tu veux nous raconter un petit peu qui c'est et ce que ça a fait dans ta vie. Eh ben, merci déjà de penser à Marie. Marie, c'est toute ma vie. Alors, je vais expliquer, je vais essayer de résumer, parce que l'histoire est assez intéressante, déjà me concernant, et aussi quand je raconte cette histoire que ce soit aux mariés, ou aux futurs mariés, ou même de manière générale aux gens que je côtoie, c'est toujours une histoire qui peut être inspirante aussi dans la vie, même pour les gens. En fait, je vais t'expliquer très rapidement. Moi, je suis d'origine algérienne. Et donc là, on parle vraiment de la famille, etc. Donc c'est vraiment des sujets qui sont à la fois sensibles, mais j'ai aucun problème à parler de choses qui peuvent être des souffrances, mais dans la souffrance, on peut toujours trouver des opportunités derrière, et un petit clin d'œil de la vie qui fait qu'on arrive à avancer dans la vie. Donc Marie, elle est intervenue comment dans ma vie? C'était une de mes anciennes voisines, en tout cas de mes parents. Donc depuis ma naissance, elle a beaucoup aidé mes parents dans un contexte familial, pour mes parents en tout cas très difficile, dans la mesure où mon père qui est franco-algérien, mais dont sa famille voulait le tirer plutôt plus côté français, on va dire, que entre guillemets, il y a rien de péjoratif là-dedans, que algérien, et ma mère qui est venue d'Algérie. Donc à cette époque-là, dans les années fin 70, début 80, en France, c'était très compliqué. Il y avait encore cette idée de la femme algérienne qui devait être un petit peu l'esclave de maison. Voilà. Et donc quand ma mère est arrivée en France, elle a vécu ça entre guillemets avec sa belle famille, et j'ai aucun problème à raconter, parce que c'est des histoires qu'on peut voir à la télé, dans des films issus d'histoires réelles, ou même dans les livres. J'adore la lecture aussi sur certains sujets. Et donc suite à toutes ces problématiques là, mes parents ont été amenés à être, on va dire, d'une certaine manière à la rue. Voilà. Et c'est Marie Desmulliers, donc Marie qui est devenue leur voisine. Pourquoi? Parce qu'elle les a aidés à avoir un logement de chez son voisin, qui était une maison vacante. Et toute l'histoire avec Marie a démarré de là. Et cette histoire, je l'ai su, en tout cas pour cette partie-là, qui a que quelques mois, quand j'ai posé la question à ma maman, comment, avec Marie et tout, comment vous avez développé cette relation qui a fait que Marie est devenue pour moi comme une deuxième maman, mais réellement. Et donc, comment ça s'est fait? Tout simplement, mes parents, on était issus d'une classe ouvrière d'une certaine manière. Mon père n'était jamais là parce que il était chauffeur poids lourd, donc toujours en déplacement en Europe, etc. Et ma mère qui faisait les ménages. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver par Île-de-France ou dans les Hauts-de-France. Quand c'est issu de l'immigration, généralement, ça c'est une réalité que beaucoup ne voient pas, mais moi je l'ai vécu pendant mon parcours. Et donc, lorsque mes parents n'étaient pas là, Marie s'était proposée, qui était une fervente catholique et retraitée c'était une ancienne enseignante. Voilà. Et donc, elle a proposé à mes parents, lorsqu'ils n'étaient pas là, que je puisse être chez elle. Et donc, du coup, elle m'a inculqué l'orthographe, la conjugaison, etc. Et aussi l'extrascolaire. C'est-à-dire, par exemple, j'ai toujours été dans le privé jusqu'à un certain moment où, dans la cour de récréation, donc toujours dans les années 80, on me crachait dessus, on me traitait de sale arabe, etc. Et moi, je comprenais pas. Parce que forcément, de l'âge de 6 ans, on comprend pas forcément. Et donc, c'est Marie qui m'a beaucoup aidé à me construire ma personnalité, etc. Et même d'un point de vue religieux, vu qu'elle était très catholique et nous, on était de confession musulmane, il n'y a jamais eu un discours qui prônait telle ou telle religion.
Exactement. Et donc j'ai grandi dans la religion catholique. Je l'accompagnais toujours à l'église, mais toujours avec cette bienveillance qui la caractérisait. Et donc du coup j'ai beaucoup appris comment s'ouvrir aux autres, l'amour de son prochain, que ce soit dans la religion catholique comme dans la religion musulmane via ma maman. Et c'est comme ça que j'ai eu un parcours, même dans mon adolescence, qui était certes semé d'embûches, mais vraiment que ce soit vis-à-vis des gens, de l'école, etc. Mais j'avais mon ange gardien qui s'appelait Marie et qui était toujours là, voilà. Et pour la petite anecdote, comme quoi la vie des fois peut être difficile. En tout cas, j'allais toujours voir Marie même lorsqu'elle était dans sa maison de retraite. Et le destin a fait que j'ai dû étudier au Chili en 2005. Et pour des problèmes de visa, j'avais pas eu le temps de lui dire au revoir. Et c'est donc à mon retour du Chili où on m'a annoncé qu'elle était décédée. Voilà. Donc ça a été ma plus grande peine dans ma vie, parce que Marie a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour elle aussi, et le destin a fait qu'on n'a pas pu se dire un dernier au revoir, et voilà. Et si je suis comme ça aujourd'hui, en tout cas dans ma personnalité, que j'ai ce côté très humain, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, et en même temps j'ai un franc-parler, et je fais toujours face à certaines injustices, ça vient de manière générale grâce à Marie. Voilà, ça c'était pour ma petite histoire qui est émouvante et je suis très ému et j'en suis désolé. Ça arrive. Non, mais c'est ce que tu racontes par contre sur les années 80, moi qui suis, je suis de 76, on doit pas être très très éloignés tous les deux en termes d'âge, mais les années 80, l'histoire des salariés dans la cour de récré, des machins comme ça, moi je l'ai vu aussi. C'était pas invisible. Si tu t'en parles comme, en pensant qu'on le voyait pas, on le voyait. C'est moi, ma mère est marocaine, bon je suis pas typé du tout, donc je suis toujours passé sous le radar, mais je me suis toujours senti proche de toute façon, et j'ai jamais compris ça non plus, tu vois, mais c'était pas invisible et ça se voyait, hein. C'était pas planqué, c'est bien de le dire. Aujourd'hui on peut plus dire des choses comme ça et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais bon, en tout cas ça a existé, mais c'était pas pour ça que c'était normal, quoi. Et c'était une belle histoire. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil. Tu lui rends hommage, je la trouve jolie et je trouve ça touchant, et ça rejoint un truc que je pense aussi, c'est que si on se parle pas, on peut pas s'entendre en fait. Si on se parle pas, l'autre en face, c'est toujours l'étranger, et ce sera toujours le cas, et ce sera dans le meilleur des cas quelqu'un qu'on connaît pas, dans le pire des cas un sale con, mais tu sais pas pourquoi. Et en fait, si on se parle, bizarrement, tout va mieux. Ou peut-être qu'on s'entend pas, mais au moins on sait pourquoi. C'est ça qui est. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il faut juste faire un petit effort. Et dans nos métiers plus particulièrement, je crois que c'est très important. Dans la suite de ton histoire, tu as la même histoire que beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que t'as fait ton diplôme. C'était école de commerce, toi aussi? Exactement. Ouais. Et donc les jobs qui vont avec, les bullshit jobs avant de trouver ta voie de photographe. Et quelque part, j'ai envie de dire que tu t'es retrouvé dans ce rôle de l'artisan local, non? Exactement, je me suis retrouvé dans ce rôle-là parce que malheureusement l'école ne nous apprend pas qu'il y a des choses qui peuvent se passer, que ce soit dans l'entreprise privée ou etc. C'est-à-dire il y a des métiers qui sont pas forcément compatibles avec un désir d'avoir une vie de famille, etc. Et moi je suis tombé, on va dire les deux pieds joints là-dedans, où on promettait monts et merveilles à l'école, vous allez être les meilleurs, ceci, cela, mais on passe à côté de la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'en faut tenir sur la durée avec peut-être un métier. Est-ce que c'est compatible pour avoir une vie de famille, des enfants, etc. Très très compliqué. Donc le côté artisanat, c'est ce qui me convenait le mieux et que personne peut-être n'a réussi à déceler. C'est qu'un cas de circonstance qui a fait que j'ai pris cette voie-là à un moment donné dans mon parcours. Alors les écoles de commerce, ils cherchent pas à déceler, ils cherchent juste à te convaincre de leur filer un chèque. Je pense que c'est ça. C'est ça. Ils t'expliquent que tu vas être le meilleur, le plus grand, le plus fort. Et que tu vas super bien gagner ta vie, alors qu'à l'époque, je crois que la grille salariale, c'est genre 35 000 euros par an. C'était extraordinaire. Exactement. C'est vraiment ça. Je me rappelle de ce discours et je me rappelle de la manière. Et quand tu regardes en arrière, tu te rends compte qu'on t'a juste habitué à travailler sans poser de questions comme un âne. C'est ça. Et ça, je trouve ça mais absolument délirant, quoi. T'es très local, j'ai l'impression. Tu bouges pas trop de ta région. Ça dépend. Ça dépend. C'est vrai qu'il y a eu, il y a eu un avant et après le Covid. Ouais. L'avant Covid, je te cache pas que, de par, aussi la notoriété que j'ai pu avoir sur certains concours. En tout cas, ça m'avait ouvert les portes de
plusieurs régions de France et aussi de l'international. Donc ça, c'était juste avant le Covid. Il y avait des mariages qui étaient prévus en Suède, je devais aller à La Réunion, je devais aller aussi faire un mariage en Inde, etc. Et tout a capoté avec le Covid. Donc bien sûr, sur le coup, on dit bon, le Covid va faire des ravages, mais il y a eu l'effet famille effectivement derrière où ça a rapproché les liens entre les enfants, leurs parents, etc. Et donc, suite l'après-Covid, j'ai décidé de rester plutôt local, comme tu le dis, maximum région Paris-Île-de-France. T'es resté, ça, c'est un choix. Le friendly neighborhood Spider-Man plutôt que le Superman Exactement. qui veille sur le monde et le Spider-Man qui veille sur le quartier, quoi. C'est ça. Qui essaye d'apporter une parole juste, en tout cas. C'est le philosophe. Aujourd'hui, c'est vraiment... J'ai envie d'être très très philosophe, mais philosophe Marvel, quoi. Mais tu peux. On va attaquer la partie interview à proprement parler. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Alors, le dernier livre que j'ai lu, Alabama 1963. Putain, je l'ai devant moi, je l'ai pas encore lu. Sérieux ? Il est extraordinaire. Je l'ai acheté en vacances, je l'ai posé dans ma bibli. Il est sous mes yeux, là. Ouais. Il est bien ou pas ? Parce que je l'ai acheté. Il est génial. Il est génial. Je l'ai fini en 5 jours pendant ses vacances. Tu sais, c'est un peu le syndrome. Voilà, exactement. C'est le syndrome du photographe qui a jamais le temps de rien faire. Et pendant les vacances, j'avais décidé avec mon épouse de prendre un temps pour moi pour pouvoir lire et de m'évader un petit peu. Et moi, j'ai toujours été un peu. Quand tu parles de justicier, moi, mes films phares, etc., ça a toujours été sur la cause noire. Ouais. Toujours. Parce que même dans mon parcours, j'ai vu des choses qui m'ont beaucoup marqué. J'avais peut-être plus mal pour la cause noire, on va dire, de ce que j'ai pu voir, que même pour moi-même de ce que j'ai vécu, qui est, voilà, même si on peut avoir des contrôles de police, ce qu'on veut, mais j'ai vu des choses quand même, bref. Et donc, dans ce livre-là, on retrouve un petit peu de tout, et j'avais l'impression de revoir cette société française, on va dire des années 80, et c'est très bien écrit, c'est très émouvant aussi, c'est une histoire qui est très prenante, et dont le final est extraordinaire. C'est l'histoire de Mehdi et de Marie, on va dire, version... Tu t'y retrouvais, quoi. Mais franchement, c'est un livre que je conseille à tout le monde pour ceux qui veulent comprendre les bases, entre guillemets, du racisme, de la ségrégation et comment on arrive justement à trouver la solution. La solution est dans ce livre. Voilà, il suffit de le lire et à la fin, on n'a que le cœur qui est plein d'amour. Donc un livre qui enseignerait l'empathie. Exactement, tout à fait. C'est quoi être créatif ? Oh là là, être créatif. Être créatif, déjà, c'est d'être dans un bon mood. Faut déjà avoir l'esprit, on va dire, clair, éloigné de toutes les turpitudes de la vie de tous les jours, je pense, pour être créatif. Déjà, ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est, pour moi, la problématique que je discute beaucoup avec les photographes, c'est est-ce qu'il faut être inspiré par d'autres photographes ou pas ? Donc la créativité, est-ce qu'elle doit être orientée ou à l'inverse ? Il faut laisser libre cours à son imagination, même si notre subconscient va aussi dicter par rapport à l'ensemble des images qu'on peut voir, etc. Donc je pense que la créativité, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire il faut effectivement avoir une certaine culture photographique, au niveau des images, etc., dans notre spécialité. Et ensuite, faut essayer de par soi-même, avoir le petit coup au bon moment, etc., de sentir que aujourd'hui ou sur ce moment-là, je peux sortir, une image qui va sortir de l'ordinaire. Et je pense que c'est ce petit stress positif qu'il faut avoir pour être créatif et pas être dans la préméditation. Quelqu'un, pour moi, qui est dans la préméditation, c'est pas de la créativité. À partir du moment où tu planifies tout, c'est plus de la créativité. Pour moi, la créativité, c'est t'es sur un moment, tu vas faire un one shot. Et moi, toutes les photos que j'ai faites, il n'y a jamais eu de préméditation, sauf peut-être pour celle avec les piquets qui a fait un petit peu le tour, où je connaissais l'endroit, mais où j'avais des regrets de m'être dit, tiens, sur cet endroit-là, je l'ai mal exploité. Garde-le parce qu'on va en parler tout à l'heure. Voilà. Mais sinon, de manière générale, les photos, je les fais vraiment au niveau de l'instinct. Et après, il y a des choses qu'on ressent avec l'expérience en tant que photographe. Il y a des choses qu'on ressent à un instant T qu'on n'avait peut-être pas il y a 5 ans ou 6 ans. En tout cas, où tu sais comment te placer pour être au bon endroit, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? Qu'est-ce qui me fait déclencher l'expérience ? L'expérience du moment.
Voilà. C'est-à-dire là où je sais que je vais pas être copain avec beaucoup de photographes. C'est vrai que je connais des photographes qui shootent à plus de 6 000, 7 000, 10 000, 15 000 photos au jour. Moi, par expérience, parce que j'approche les 15 années d'expérience, en tout cas pas en photographie, parce que je me considère pas, je suis pas passionné par la photographie de manière générale, mais par l'humain. Moi, c'est l'humain. Donc, je dirais, j'ai 15 ans d'expérience en humain, en humanité, je sais pas comment expliquer. Donc à quel moment je shoot? Bah quand j'ai ce qu'on dit nous dans notre jargon, le NIF. Ah. Ça plaira à ma femme, ça, le NIF. Elle déteste ce mot-là, mais le NIF, c'est le fait quand tu sens qu'il y a un truc qui va arriver. Voilà, j'ai le flair. Voilà. Et donc je sais par expérience à quel moment il y a quelque chose qui est susceptible d'arriver. Mais pour savoir ça, il faut d'abord creuser dans l'histoire des mariés. Et moi, c'est ce que je fais toujours avec les mariés, par anticipation, de bien comprendre leur contexte familial, leur personnalité. Et comme ça, le jour J, je sais comment je vais me positionner. Donc, ce qui te fait déclencher, en fait, c'est de connaître les gens. Exactement. Voilà. Tout à fait. Directement. C'est jamais au hasard. Okay. C'est quoi une bonne photo? Oh là 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 là, une bonne photo. Alors une bonne photo, c'est très subjectif, hein, parce que le jour où j'ai appris que les couleurs n'existaient pas, que c'était qu'un flux électrique qui passait par le cerveau, je me suis dit bon, une bonne photo, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, va être différente. Alors pour moi, je vais me baser, pour moi une bonne photo, ça va être déjà sur la gestion de la lumière, le cadrage, la composition. Et la gestuelle ou le moment fort. Voilà, le moment fort qu'on dit waouh. Voilà. Pour moi, c'est ça une bonne photo qui doit. Si moi j'ai cette sensation-là sur ces points-là, normalement le commun des mortels va avoir la même réaction. Voilà. Lumière, moment, composition. Exactement, ouais. Et gestuelle ou l'impact, on va dire de l'émotion. Voilà. Pour moi, ça va dans le moment. Question numéro 1. Tu as beaucoup de couleurs dans ton travail. Alors, c'est pas que tu vas chercher forcément de la couleur ou quoi, mais tes couleurs ressortent très, très, très fort dans tes images. Tu as des couleurs très saturées. Ça fait une identité visuelle très prononcée. On oublie un peu facilement souvent l'importance de la couleur en tant que telle, c'est-à-dire que quand tu fais une photo en couleur, donc tu te dis c'est bon, j'ai des couleurs, quoi. On oublie la manière de la gérer, la manière de la faire ressortir. Moi, parfois, j'ai du mal à faire ressortir certaines couleurs, à les rendre plus vives ou à les harmoniser. Toi, j'ai l'impression que tu as moins de problèmes que moi à ce niveau-là. Comment tu vois la couleur et comment tu la gères? Puisque tu disais là à l'instant que la couleur, c'était juste un flux électrique, mais tu gères plutôt pas mal ce flux électrique. Ouais. Bah après ça dépend, hein, tu sais, en toute transparence, chaque mariage je le gère différemment. C'est-à-dire qu'au niveau même des couleurs ou du grain de couleur, etc., ou en fonction du style de mariage, je vais adapter en fonction. C'est comme on disait tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de créativité, tu vas gérer le reportage un peu à l'instinct. Et moi, je vais pas appliquer, on va dire, par exemple, un preset, voilà, que je vais utiliser à chaque mariage parce que c'est ma signature. Moi, pour moi, ça c'est du vent. Enfin, entre guillemets, hein, moi, bon, ça c'est mon franc-parler, j'en suis désolé, voilà. Mais moi, je pars du principe que il y a la réalité d'un mariage, il y a tout ce que dégage le mariage aussi. On peut avoir des mariages très excentriques, etc. Voilà, on peut avoir du mariage très sobre. Et c'est en fonction de tout ça que je vais créer, effectivement, selon les couleurs ou en tout cas je sais pas comment expliquer. Parce que moi, je déteste parler de technique à la base. Moi, je fonctionne un peu comme le peintre qui va franco sur ses trucs et qu'on se dit ça passe pas ou voilà. Exactement, c'est des choix que je fais à un moment donné, mais j'ai pas on va dire là je parle bien des photos couleurs, hein. J'ai pas une ligne directrice où je m'y tiens à chaque fois. Voilà. Donc on peut avoir des photographies qui vont être très saturées ou plus ou moins saturées, et d'autres où on va être sur des couleurs un petit peu plus douces. Voilà. Mais je suis pas dans le délire de photo fine art là, surexposer le truc. Ouais. Voilà. Non, je suis pas. Oui, t'essaies de faire un truc relativement fidèle à la réalité en fait. Exactement. Ce que tu dis, c'est marrant parce qu'il n'y a pas cette sensation de différence d'un mariage à l'autre, tu vois, par exemple. Les photos, tes photos, elles sont quand même relativement homogènes, ou tu les retravailles peut-être pour ton site pour qu'elles soient toutes à peu près dans le même mood. Pas forcément, ça dépend. Et même là, même récemment, sur certains mariages, j'ai encore changé certaines choses parce que je publie très rarement maintenant. Si tu veux, les photos que tu vas retrouver, que ce soit
hors Instagram que j'essaie de publier une fois tous les 6 mois, malheureusement. Hein. Après, je déteste les réseaux sociaux à la base et je trouve que c'est un fléau pour l'humanité. Bref, c'est mon côté anticonformiste. Mais sur mon site internet, les photos, je les ai pas réactualisées depuis peut-être 2 ans. D'accord. Oui, donc il y a quand même. Voilà. Ok, donc t'es pas tellement sur les réseaux, t'es pas tellement sur le partage de trucs. T'as ce qu'il te faut pour faire tourner ta boîte. Non. Et puis derrière, pas forcément besoin de mettre à jour tout le temps, quoi. C'est ça. Donc, comme on disait tout à l'heure, ta vision de la photographie d'il y a 5 ans peut être différente aujourd'hui et peut être encore différente dans quelques années, tu vois. Okay. Donc, en fonction des photos que je propose, il n'y a jamais trop de regrets parce que ça fait partie de son temps ou peut-être sur ce à quoi je peux être influencé ou pas de manière directe ou indirecte par rapport aux images qu'on peut voir de manière générale. Et c'est ça, je pense, le plus dur en photographie. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est ça le plus difficile, c'est de rester sur quelque chose de fidèle à ton travail. Voilà. Mais sinon, moi, mon dada, ça reste quand même les noirs et blancs. Ouais, voilà. Parce que la couleur, je trouve, c'est beaucoup plus difficile. Après, forcément, tous les photographes diront, hein. Enfin, je pense pour une grande majorité. En tout cas, au niveau, vu que je travaille toujours en lumière naturelle, en tout cas, c'est ma méthode de travail, donc forcément d'un mariage à un autre, d'une saisonnalité à une autre, d'une région à une autre, etc. Les couleurs sont carrément différentes. Donc c'est une approche qui est différente. La couleur est plus difficile quand tu as compris ce que c'est le noir et blanc, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'est le noir et blanc. Et c'est autre chose, justement, on va en parler parce que tu as un noir et blanc très typé aussi, presque mat. D'ailleurs, oui. C'est très amusant parce que, en fait, d'un côté, t'es ultra saturé, c'est très vif. Et quand on part sur le noir et blanc, t'es plutôt sur quelque chose de mat. Très contrasté, plein de textures. Étonnamment, ça va bien ensemble parce que c'est quand même assez diamétralement opposé, mais finalement, c'est peut-être l'idée. Tout à fait. Après, moi, quand je prends mes photos, je sais que, par exemple, sur un moment bien précis, je vais faire en sorte que j'aurai les contrastes suffisants pour pouvoir faire mes noirs et blancs. Voilà, c'est toujours, voilà, j'ai, par exemple, mes boîtiers, je suis toujours en mode manuel, toujours, c'est par habitude. Et ensuite, comment dire, un peintre qui va faire, sa peinture un peu au feeling. Moi, le jour J, c'est pour ça que ce soit dans le choix de mes objectifs, etc., c'est toujours sur le moment. Voilà. Et donc, quand je vois le moment qui va arriver ou que je sens qu'il y a un moment qui va arriver, donc je vais faire plusieurs photos. Et sur ces plusieurs photos, on aura toujours celle que je vais utiliser en noir et blanc parce que j'aurai bien géré mes contrastes, etc., que je vais avoir pour faire mes noirs et blancs. Quand tu fais l'image, tu te dis, je vais faire un noir et blanc de celle-là ou pas ? Exactement, toujours. Au moment où tu fais toujours, je suis toujours dans l'optique de ça. Ah oui, c'est encore une fois, la couleur et le noir et blanc en mariage, pour moi, sont indissociables. Pour moi. Donc après on peut avoir des mariés qui vont être plutôt côté couleur, d'autres plutôt noir et blanc et d'autres qui aiment les deux. Moi j'aime les deux et pour moi c'est indissociable en mariage. Après il y a des différences culturelles aussi. C'est ça. Exactement, il y a certains mariages où il faut faire attention avec le noir et blanc. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. J'avais un mariage où la mariée était chinoise. Et je ne savais pas en fait que les photos noir et blanc chez eux étaient associées au deuil. Et donc en fait les parents ont adoré certaines photos que j'avais rendues en noir et blanc. J'étais pas au courant et j'ai reçu un petit message en me disant voilà il y a une dizaine de photos, mes parents les adorent, mais chez nous le noir et blanc, les photos noir et blanc c'est des photos de deuil. Est-ce que je peux les avoir en couleur ? Et effectivement quand t'es pas au courant, pour toi t'as fait des super belles photos. Et je les trouve 1000 fois plus belles en noir et blanc qu'en couleur. Bien sûr. Bien sûr. Culturellement, et c'est heureusement que pareil je fais un panachage parce qu'en fait moi ma tendance naturelle ce serait plutôt d'aller aussi vers le noir et blanc très contrasté et si t'as ça t'es un petit peu dans la merde au moment où il faut t'adapter quoi. C'est ça. Surtout si tu shootes. Et après il y a beaucoup de cultures où c'est très coloré, comme les mariages pakistanais, indiens, ou même les mariages, on va dire, africains. Donc ça, faut faire attention. Et surtout même, je dirais, les mariages africains. Tout ce qui est noir et blanc, ils préfèrent plutôt tout ce qui est couleur, parce qu'ils ont aussi ce complexe au niveau d'apparaître trop sombre sur les photos, etc. Et ça, on m'a souvent fait la demande. Par exemple, est-ce que je fais systématiquement des noirs et blancs ? Alors par défaut, oui, sauf effectivement l'aspect culturel qu'il faut prendre en compte aussi lorsqu'on fait ces photos. C'est marrant parce que c'est vraiment un truc que t'anticipes pas du tout avant de te retrouver face au problème. Et le jour où tu réalises que ça existe, c'est assez dingue quoi. C'est pareil, tu peux te retrouver dans certaines cultures où il y a une espèce de croyance ancrée chez les vieux que quand tu prends une photo, tu leur voles leur âme.
Et, et tu te retrouves face à une mamie dans un mariage, et elle te regarde, parce que tu la prends en photo, toi t'es là pour faire ton job, c'est normal, et l'autre elle est presque en train de te jeter des cailloux, quoi. C'est Ouais, mais après, tu sais, t'as la méthode que j'appelle d'Éric Laforgue. Alors, je sais pas si t'as déjà connu ce photographe-là. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a, comment dire, implicitement, qui m'a mis sur la voie de la photographie de mariage. Je te le fais très rapidement. C'est un photographe, entre guillemets, qui a été dans les pays, on va dire, les plus reculés du monde. Il a été en Corée du Nord, etc., pour prendre des portraits, mais vraiment choc. Et ils avaient fait un reportage sur lui, justement, c'était en 2008 ou en 2009, juste avant que je devienne photographe. C'est lui qui m'inspirait par rapport à ça. Et lui était issu du monde de l'entreprise. Donc, il était dans l'entreprise privée. Il y avait un poste à responsabilité, etc. Il avait décidé de faire le tour du monde. Il a quitté son boulot pour vivre son kiff, de prendre des moments vraiment de portrait par rapport à ça. Donc, quand je dis la méthode Éric Laforgue, il disait toujours que, qu'il soit en Corée du Nord, etc., il y avait quelque chose qui était communicatif, c'était le sourire. À partir du moment où tu t'approches de quelqu'un, tu lui fais un joli sourire, généralement le sourire est communicatif. Ouais. C'est comme ça que t'arrives, effectivement, quand tu dis la mamie, et moi j'en ai déjà eu aussi des hargneux, des papas, je veux pas de photos et tout, et ben quand tu t'approches avec ce côté humain, bien sûr, t'as la barrière qui va faire que la personne, elle lutte, en disant non, mais à la fin, elle finit par lâcher avec un sourire, et c'est là où, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément dans le jargon des commerciaux, le brisage de glace, même si je déteste ça. Et ben, le brisage de glace dans l'humanité, c'est très simple, ça s'appelle le sourire. Mais et à partir de ce moment-là, c'est plutôt facile. Au-delà de sourire aux gens, le simple fait de sourire, ça te met de bonne humeur mécaniquement. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce qu'on comprend pas quand on dit fake it till you make it, c'est pas dans le sens t'es pas capable de faire quelque chose et il faut quand même faire semblant d'être capable jusqu'au moment où tu apprends à le faire. En fait, c'est juste que quand tu te forces à être extérieurement, à avoir l'air d'un certain état d'esprit, et ben intérieurement ça vient. C'est si t'es de mauvais poil mais que tu te forces à sourire, à un moment le sourire va venir, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, ça rend l'interaction autrement plus sympathique parce que du coup, tu ne fais pas que sourire pour briser la glace. C'est ça le problème quand tu parles du sourire commercial de briser la glace. C'est qu'en fait, quand tu le fais en fake et que tu le lâches dès que c'est passé, là, c'est un problème. Mais si tu le tiens du début à la fin, eh ben, automatiquement, ça va marcher. Et j'ai remarqué un autre truc. Je pense que tu as déjà eu aussi tu sais, les prestats. Le client, c'est pas méchant, mais des fois le client abuse un petit peu, te fait venir un peu plus tôt, truc, machin, puis t'acceptes à contre-cœur, et t'arrives, et tu fais putain. Exactement. T'arrives pas dans le bon mood, et ben si t'arrives et que tu souris dès le départ, et ben en fait, les gens en face de toi sont plus agréables, et du coup toi t'es plus agréable, et du coup ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est ce que je vais te dire aussi, même au-delà de ça, c'est que la problématique qu'on retrouve dans les mariages, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise de manière générale, mais de l'entreprise privée ou publique, c'est pareil, je parle pas de l'artisanat. C'est-à-dire que t'as beaucoup de couples, et t'as dû le vivre aussi, qui restent derrière leur masque. Tu sais, leur masque, ils doivent montrer à la société ou à leur famille, voilà, qu'il faut rester dans un cadre et qu'on va te considérer comme un prestataire. Et moi, d'être prestataire en mariage, pour moi, ça marche pas. Et moi, je le dis toujours avant même, parce que je ne signe jamais le jour d'un rendez-vous. Ça, c'est dans ma politique. Ouais. C'est toujours, j'aime bien qu'il y ait un échange profond. Et je dis toujours, la première chose que je dis aux futurs mariés, c'est, je ne suis pas un prestataire. Vous pouvez me considérer comme un meilleur ami, comme ce que vous voulez le jour du mariage, mais le jour du mariage, vos parents, je vais les appeler papa, maman, et vos grands-parents, je vais les appeler papi, mamie. Et je le fais toujours. Ouais. Au point que même les invités, ils pensent que je fais partie de la famille, alors que c'est mon petit côté, tu sais, voilà, c'est la famille, tu vois. Ouais, non, mais ça, j'ai grandi dans ça, exactement. Ce qui est d'autant plus vrai qu'en fait, quand tu t'insères dans une famille comme ça, t'as du mal à t'en extraire à la fin de la journée. Parce que tu t'es vraiment inséré, tu les as adoptés, ils t'ont adopté aussi, si t'as bien fait ton boulot. Et c'est le truc, d'ailleurs c'est à ça que je sais que le mariage s'est bien passé, moi, ou qu'un événement s'est bien passé. C'est quand, au moment où je pars, j'ai un petit pincement au cœur de les laisser, parce que voilà, quoi, ma journée avec eux, où j'ai eu un papy et une mamie qui était pas à moi, mais voilà, que je les ai eus, que j'avais envie de les prendre dans les bras, quoi, est terminée. Ouais. Carrément, t'as bien résumé. Ça, c'est la vie de photographe de mariage. Et effectivement, c'est la même sensation quand tu termines ta journée et qu'il y a même des personnes qui viennent te voir
Et limite que t'as même pas discuté avec eux pendant la journée, qui viennent te voir en disant ah, toi t'es un bon, t'as souri toute la journée et tout, comment tu fais, hein? Toi tu dis mission accomplie, c'est bien. Ça veut dire que quand ils viennent te féliciter alors qu'ils ont même pas encore vu les photos, c'est vrai que ça c'est quand même. C'est ça, exactement. Ouais. Très chouette, mais tu vois, il y a une gestuelle. J'ai fait un mariage il y a pas longtemps où je regardais la gestuelle du photographe. Je travaillais pas, j'étais invité et je regardais la gestuelle du photographe et je peux te dire à peu près ce qu'il va faire à sa manière de se comporter. Et j'ai vu les mariés sont arrivés. Je regardais, je voyais pas de photographe et tout d'un coup je vois un mec arriver en courant. La mariée elle était en train de rentrer. Et je me suis dit, à mon avis, tu sais, tu baisses la tête, tu fais tais-toi, dis rien. Et tu vois après toute la gestuelle, tout le machin, les mecs qui se met jamais à genoux, qui est toujours à hauteur d'yeux, truc. Je suis putain, vas-y bouge. Mais c'est là où tu vois l'expérience, comme je dis, hein, tu le vois direct de toute façon. Hein. Et tu vois aussi le photographe qui s'est préparé ou pas. Ouais. Quelqu'un que la mariée est déjà partie et il y a le gars qui court derrière, il s'est même pas organisé avant même le mariage, voilà, pour connaître effectivement, d'anticiper. J'ai toujours la première responsabilité d'un photographe de mariage, c'est de savoir anticiper le risque dans tous les cas. Parce que tu peux te faire piéger par un camion poubelle, tu peux te faire piéger par un embouteillage en région parisienne parce que t'as pas anticipé le risque et t'es mort après derrière. Ouais, non, mais là, je suis assez d'accord. Mais là, le coup du photographe qui arrive en courant alors que la mariée est en train d'entrer. Tu sais, tu vois tout le monde qui glousse, quoi. C'est parce qu'on l'a tous vu arriver, hein. On était, c'était, ça, il venait d'un château, on était sur le côté, il y avait 20 mètres entre le château, donc c'était 20 mètres d'espace vide. 20-30 mètres, tu vois, d'espace vide où tu pouvais pas te cacher, quoi. Et tu vois le mec arriver en courant, passer devant la mariée, se mettre en place, et là, on s'est tous mis à glousser, tu vois, mais ouais, c'est chelou de faire ça. Quand même, moi, j'aurais pas fait ça, et si j'avais fait ça, je me serais excusé, quoi. Ouais, mais après, c'est compliqué de rattraper le truc, hein, des fois. Non, je sais. Des fois, bon, après, on a tous eu des petits contretemps et des trucs. L'essentiel, c'est d'arriver à faire ça. C'est ça, bien sûr. C'est vrai que là, c'était quand même assez waouh. Point suivant, j'ai noté que tu avais de l'humour dans tes images. Alors j'ai pris 3 images en exemple, mais il y en a plein. J'en ai une, c'est des mariés qui sont devant l'église. Il y a la petite fille qui tient la robe de la mariée, derrière qui tient la traîne. Il y a des mains qui jettent du riz. Et la gamine qui est en train de fermer les yeux, de faire une grimace en essayant de se dire je vais pas me prendre du riz dans les yeux. Enfin tu vois la petite tête, et en même temps les mariés s'embrassent. Il y a cette espèce de contraste de tout ça qui fait que la photo elle est drôle en fait. T'as une photo qui est plus en couleur où une mariée est en train de se faire remettre une chaussure, et t'as cette espèce de rouge par les robes des témoins qui sont toutes les mêmes, qui l'encadrent elle, et en même temps la photo elle est touchante. C'est moins c'est pas du ha ha ha, tu vois, mais c'est touchant, ça te fait sourire, c'est mignon, il y a une petite pointe d'humour. T'en as une où carrément t'as un mec qui est en train de pisser, il te tourne le dos, et il y a une nana qui est en train de cracher sa fumée de cigarette comme si elle était en train de... Quand tu la vois en petit, moi je l'ai vu sur Instagram, celle-là, quand je l'ai vue en petit, j'avais presque l'impression qu'elle avait bu un truc et qu'elle se retourne, qu'elle voit le mec, qu'elle lui crache son verre dessus tellement elle est surprise de le voir. Il y a plein de photos comme ça. Donc tu as une forme d'humour qui se répète dans tes images. La question étant, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est tes clients, est-ce que c'est les situations, est-ce que c'est les deux, et comment est-ce que tu peux repérer ce genre de scène et comment tu peux te positionner dessus? Alors ça va être soit ça peut être la situation, ou soit ça peut être les deux. Moi jamais je vais je vais orienter pour avoir un style humoristique ou je sais pas sur mes photos. Moi le principal dans les reportages photos, c'est qu'il faut que ce soit fidèle à la réalité. Alors je sais qu'à Paris c'est différent. Quand je travaille avec des vidéastes parisiens, ils sont très dans le côté même trop intrusif, côté cinéma, voilà, côté en vidéo certainement, en photo moi je refuse catégoriquement ça, mais voilà. Je parle des vidéastes, hein. Je parle pas effectivement des photographes. Après, pour parler d'expliquer le contexte de chacune des photos, donc la première photo en noir et blanc, donc effectivement avec la petite fille qui tient la robe, avec ça c'est une situation qu'on peut retrouver dans beaucoup de mariages, et là il y a le facteur chance aussi qui rentre en jeu. C'est-à-dire si on n'avait pas la petite fille sur le côté et qu'elle était plutôt derrière, ou qu'elle mettait juste son visage, la photo n'aurait pas eu le même impact. Et j'ai eu la chance que sur le côté droit, si tu fais attention, tu vois une main qui jette.
fait. Et ça donne l'impression, en tout cas, c'est pour ça que j'ai renié la photo, c'était fait exprès, parce que je trouvais que d'un point de vue synchro, les bras, ça donnait l'impression que c'était une seule et même personne qui jetait, tu vois. Oui. Alors que c'était trois personnes différentes. Donc si j'avais gardé la photo telle quelle, ça aurait fait une scène, on va dire, peut-être normale. Voilà, et j'aurais confusion, en fait, d'avoir trois, parce que vu la position des trois bras, les trois étaient un peu superposés l'une à l'autre et elles auraient peut-être pas été lisibles. Tout à fait. Mais après, quand tu vois l'effet de mouvement, ça fait, enfin, en tout cas, moi, je trouvais, voilà, par rapport à ma sensibilité photographique, en tout cas, que ça faisait un effet de mouvement, et quand tu suivais la ligne trajectoire, t'arrivais où? Donc, tu passais par les graineries, par le baiser des mariés, et tu finissais par l'expression de la petite fille. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette photo. Et après, concernant la deuxième, tu me disais oui, la mariée avec la chaussure. Ben ça, c'est un moment de détail en fait. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où les filles étaient posées là, et elles étaient en train de fumer leurs cigarettes. Donc j'avais plusieurs séquences de cette photo-là. Et la mariée qui mettait sa robe, qui mettait sa chaussure, et donc forcément je dis tiens, là avec les robes, les filles avec leurs bras, etc., les chaussures et la mariée qui met, voilà, c'est un petit moment de vie pendant les préparatifs où on retrouve du détail et de la douceur aussi, que ce soit qui est représenté par les couleurs. Et après la dernière photo qui est pour moi ouais, ça c'est un cas de figure qu'on peut retrouver dans les mariages où il faut aussi le facteur chance, c'est je prends ou je prends pas la photo. Ouais. C'est-à-dire que le marié, je le connais bien parce que c'est un ancien camarade de classe. On était dans la même école de commerce, donc j'ai eu la chance de couvrir des mariages de mes anciens camarades. Ça, c'est important aussi. Et ce couple n'aime pas les photos de couple de base. Voilà, c'est un couple qui est plutôt très copain, très festif, etc. Mais tout ce qui est photo posée, voilà. Et en fait, à un moment donné, il y a la sœur du marié qui fait un peu de photographie, qui va voir, elle dit alors ça s'est bien passé les photos de couple. Elle dit écoute, ils veulent pas. J'ai fait le point avant le mariage, ils aiment pas ils veulent vraiment pas, voilà. Elle me dit c'est dommage et tout, parce que même pour les parents, je dis ouais je sais. Je dis bon, peut-être vu qu'il y a un petit coup dans le nez. Ouais. Peut-être que je vais essayer de gratter 5 minutes, donc je vais les voir. Je dis voilà, t'aimes pas les photos, bon allez, on va sortir 5 minutes. Tu me dis ouais, 5 minutes promis, vas-y cool. Ok, on sort. Et c'est là où je t'explique le contexte, c'est que le mari me dit là je dois pisser, et la mariée me dit je m'allume une clope juste avant de faire les photos. Ok, donc lui se m'a pissé avec la clope au bec et elle voilà, et moi je shoot, qui fait la photo de couverture du livre de mariage, parce qu'ils ont choisi cette photo-là parce que c'était beaucoup plus représentatif des autres photos, parce que c'était une photo qui les caractérisait bien au niveau de leur personnalité, qui était prise sur le vif, et il y avait pas après il y a juste, comme je te disais, pour faire une belle photo, le cadrage, voilà, gestion de la lumière et la gestuelle ou l'impact de la photo qui fait la je l'ai vu essentiellement en petit sur Instagram, donc effectivement ça manque un peu de détail, mais le côté mais le fait de l'avoir en petit aussi, je dis, ça te donne cette espèce d'impression de surprise, c'est génial, franchement elle fonctionne très très bien. C'est cool. Voilà, donc c'était pas prémédité, voilà, et les mariés peuvent en témoigner. C'est jamais prémédité, mais du coup ça te permet, en étant dans les entre-deux, de choper des trucs un peu mignons, quoi. Atypique. Mais il faut le facteur chance aussi. Tu vois, ça, on va pas se mentir, hein, pour sortir des photos uniques. Il y a le facteur chance, et puis il y a le fait d'être positionné dans un cadre où tout s'aligne bien aussi, quoi. Ça, exactement. C'est l'œil aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ta chance, si t'es positionné en biais dans le mauvais angle, ta scène, elle se passe pareil, mais tu l'as pas, quoi. C'est ça. Et si le marié le faisait, s'il était pas, on va dire sur la même posture sur la photo, t'as plus le même impact, c'est fini. Ouais. Voilà. Exactement. Un truc que j'ai remarqué dans tes photos, et ça c'est quelque chose que moi je ne ferai pas, et c'est pour ça que je me pose la question de pourquoi toi tu le fais comme ça, et peut-être tu vas m'apporter justement un game changer. Tu utilises pas mal l'ultra grand angle. Moi j'en ai un, je le sors uniquement sur le dance floor. Si je dois le sortir en journée, il est verrouillé sur un équivalent 28 mm. Parce que en fait, en gros, donc je suis Fuji, j'ai 23, 35, 50, j'ai un 10-24 et j'ai un 90 mm Nikon manuel que j'ai sous la main. Donc ça veut dire que j'ai un équivalent 16-35, un 35, un 50, un 80 et un équivalent à peu près 110-120 quoi sur moi tout le temps. J'ai pas plus large en prime que 35 mm.
Oui. Donc ça veut dire que si je sors en journée à grand angle, c'est que j'ai besoin d'un peu plus large, mais je vais jamais descendre à l'équivalent 24. Je vais descendre le plus large sans distorsion. Toi qui vas avec le dance floor, ça peut être à la mairie, ça peut être un coupé de gâteau. C'est quand même osé parce que quand ta photo elle est faite à l'équivalent en 16 mm, elle est en 16 mm. Il n'y a pas de crop qui permet de masquer ça réellement, quoi. Et c'est une vraie question que je me pose. C'est pourquoi tu fais ces plans-là comme ça? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que c'est une question de confort parce que tu as envie d'avoir le plan le plus large et d'avoir la sécurité? Du tout. Réponse simple, hein. En tout bon anticonformiste, je pars du principe que de mettre des barrières en photographie ou parce que on te dit que non, faut pas utiliser. Si tu poses la question aux photographes quel matériel ils utilisent en journée de mariage, tu auras quasiment toujours, en tout cas si tu fais un sondage, les mêmes objectifs qui vont sortir. Alors moi, pourquoi? Tout simplement, je voulais fonctionner un petit peu comme au cinéma. C'est-à-dire, tu as des plans larges, des plans très larges, selon bien sûr l'endroit. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, quand je vais utiliser mon 14 mm ou même, je fais aussi avec du 8 mm. Donc, si ces objectifs existent, c'est parce qu'il faut les utiliser aussi. À un moment donné, ils n'ont pas été créés juste pour faire plaisir ou pour vendre à perte. C'est qu'à un moment donné, il faut exploiter, on va dire, des champs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir et de sortir peut-être d'une certaine zone de travail parce que l'un et l'autre travaillent comme ça, donc il faut que je fasse comme ça. Non, c'est bien aussi d'explorer un petit peu on va dire les univers via des angles différents. Et donc pourquoi les objectifs en grand angle? Moi, en toute transparence, ce que j'ai dans mon sac, j'ai un 8 mm, j'ai un 14 mm. J'ai un 70-200, très rarement j'utilise celui-là, mais vraiment très très rarement. J'ai mon 35 mm qui est effectivement mon dada, c'est l'objectif que je préfère, en tout cas utilisé en journée de mariage. Et ensuite j'ai un 24-70 que j'utilise aussi par moment, ça dépend, c'est au feeling. Et après j'ai mon 135 mm que j'aime bien utiliser aussi pour les portraits, etc. Voilà, bref. Mais pourquoi le très grand angle? Parce que déjà, par exemple, tu vas faire une photo dans une super cathédrale ou une super église, ou même ton 24 mm, il va pas être suffisant dans tous les cas, et que tu veux mettre un effet architectural fort, tu vois, eh ben oui, je vais utiliser mon 14 mm. Il y a plein de photos, même en sortie d'église, quand tu as des églises qui sont très petites en sortie, le fait d'utiliser ton très gros angle, alors ok, il y a de la distorsion, il n'y a pas de problème, tu vois. Ça, il y a aucun problème par rapport à ça. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Vas-y, dis-moi. Des fois, tu vois que les mains, elles sont beaucoup plus grosses, elles sont déformées. T'as le truc, c'est ça la question que je me pose moi. En fait. Ça dépend d'où tu prends ta photo. Si tu les prends au plus tu te rapproches, oui, ils vont plus ressembler à des éléphants que voilà. Mais par contre, ce qui est intéressant quand tu fais en très grand angle, faut qu'il y ait soit un intérêt architectural, soit que tu aies un intérêt full. C'est-à-dire des gens très rapprochés, même si t'as de la distorsion, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'idée, moi quand je shoot, j'ai toujours 2 ou 3 réflexes déjà montés, anticipés avec des objectifs. Donc quand par exemple, je vais t'expliquer juste une scène en sortie d'église, boum, je vais prendre un plan très serré. C'est un plan très serré sur les mariés, très expressif. Ensuite, je vais prendre un plan large, on va dire 35 mm, où je vais avoir effectivement peut-être que les parents et quelques témoins ou les meilleurs amis qui sont sur ce plan-là. Et ensuite, je vais prendre, boum, une photo peut-être en 14 mm. Pourquoi? Parce que juste à côté de moi, il y aura des personnes qui vont faire des bulles et que les bulles vont faire un effet. Donc, je vais prendre ces photos avec 3 appareils différents sur le même moment. Après, bien sûr, c'est en post-prod que tu vois. Si ta photo, elle est éclatée parce que tu dis, bon, là, peut-être que j'aurais peut-être pas dû l'utiliser, mais en même temps, j'ai pu prendre un plan serré et un plan large, tu vois. Et pas un plan ultra large. C'est ce que je veux dire. Tu fais ça, tu as du choix quand même. C'est-à-dire que tu as 2 appareils, tu as une autre option que cette image. Exactement. Toujours. C'est pas un risque, en fait. Voilà. En fait, tu étales le risque. Tu dis, peut-être qu'au moins, j'ai essayé ces trois possibilités que j'avais en tête, et à la fin, quand je vais revoir mes photos, c'est là où tu prends ta décision de dire, bon, celle-là, je la garde pas parce que, effectivement, elle est pas, ou à l'inverse, tu vas la garder parce que peut-être, moi, une fois, j'avais fait une photo de sortie d'église en 8 mm, et celle-là, bon, elle date d'un peu et je l'avais pas mis sur mon site internet, j'avais fait en 8 mm. Et en fait, t'avais une bulle qui s'était tellement rapproché de l'objectif que la mariée s'est retrouvée à l'intérieur de la bulle.
tu vois. Et ça, dans un autre objectif, c'était impossible. Il y avait que celle-ci que vraiment elle était pile poil dans l'axe de la bulle. Donc des fois tu vas tenter, c'est un peu un coup de poker, mais sans prendre le risque ultime de dire je mise que sur un 14 mm en sortie. Non, tu vas étaler le risque et de voir à la fin au niveau de la cohérence. Et l'idée c'est quand les mariés ils vont voir leurs photos, ils ont un plan très large comme au cinéma, un plan très serré. Et un plan ensuite soit semi-large, je sais pas comment on peut l'appeler selon le moment, etc. Si tu prends un risque, c'est celui d'avoir une très bonne image, quoi. C'est pas, tu prends pas une photo au hasard en te disant, en fait, elle peut marcher, elle peut ne pas marcher. Si elle marche pas, voilà. Quoi. Et ça, c'est ce que j'inculque toujours, par exemple, à mes enfants. Tu vas comprendre la logique. Et je dis toujours à mon fils qui a 10 ans, c'est pas le parcours qui compte, c'est la finalité. Tu vois. Donc, en photographie de mariage, ça s'applique aussi. Peu importe les objectifs que tu vas utiliser en mariage, quelle est ta finalité à la fin? Est-ce que tes mariés, quand ils vont voir le reportage, ils vont t'envoyer un SMS par la suite ou t'appeler pour dire c'était une dinguerie tes photos, franchement, voilà. C'est ça la finalité. Après, bien sûr, tu auras des photographes qui vont voir tes photos, ouais, mais il est éclaté, il fait du 14 mm, jamais ceci, cela, voilà. C'est non, ça Et la preuve, parce qu'il y a des formations là, des workshops qui commencent à sortir. Je crois que c'est les Two Mans ou je sais plus trop qui ont intitulé le workshop Fuck the Rules. Hein. Ouais, genre fuck les règles de composition maintenant. Donc voilà. Ça fait longtemps. Ça veut bien dire. Il y a Fuck the Rules et Fuck the Rules. C'est pas. Ok, voilà. Ok. En parallèle de ces plans ultra larges, tu as des plans très serrés. Tu as commencé à expliquer du coup avant que je pose la question où tu vas faire du détail et la question qui venait de ça en fait c'était comment tu construis ta journée et ton reportage de mariage et comment tu la vois, mais en fait tu viens d'y répondre en avance à cette question. C'est qu'en fait tu fais serré, moyen, large et tu récupères l'un, l'autre ou un panachage des trois quoi. Exactement, et je fais toujours ça. Quasiment, en tout cas sur certaines, par exemple, tu vas me dire l'église, je le fais toujours. Ouais. Plan très large, architectural, plan semi-large et plan serré, toujours. Sur des moments bien sûr stratégiques aussi. Hein. Sur des moments d'émotion, tu vas faire plutôt un plan très serré. Forcément. Après, quand tu as beaucoup d'invités, par exemple, dans une église où tu vas te retrouver avec 200 ou 300 personnes, tu vas essayer de trouver des angles intéressants. Si tu peux faire en contre-plongée, tu le fais. Si tu te mets au niveau des lignes, tu sais, des colonnes, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est anticipé. Pourquoi? Pour répondre à ta question. Parce qu'avant le mariage, je fais toujours un planning à peu près un mois avant le mariage que je leur envoie par mail. Enfin, c'est un formulaire qu'ils doivent compléter en ligne. Et en fonction de ça, avec le retour d'expérience que j'ai, je vais analyser leur planning. Et je vois par exemple le nom de l'église ou de la cathédrale, ça je fais mes petites recherches pour voir le style architectural, etc. Tu vois, donc tu as une préparation, mais jamais dans oui alors je pense faire telle photo, etc. C'est plus en fonction, tu sais, si c'est une petite chapelle ou un truc, tu sais comment tu vas gérer ton matos, la manière dont tu vas te positionner, des pistes, exactement. Et en fonction de ça, quand tu vois par exemple que la sortie d'église est très ric-rac, je sais ce que je vais faire déjà par anticipation sur mes positionnements, pas forcément en termes de photos, parce que ça dépend si ta lumière elle tape directement sur les mariés, etc. Tu vois, donc voilà. Et tout ça faut l'anticiper. Tout ça se prépare, et surtout aussi alors ça c'est vrai que je sais pas si les autres le font, en tout cas les autres photographes, dans mon planning j'ai toujours une question sur la sensibilité photographique des mariés. Est-ce qu'ils sont sur une sensibilité plutôt fun? Donc j'explique plusieurs thèmes qu'on retrouve par exemple sur les concours photos. Par exemple, est-ce qu'ils sont plutôt real moment, plutôt sur les photos prises sur le vif, plutôt ceci, plutôt cela? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre leur sensibilité photographique qui leur ressemble, donc ils vont cocher un certain nombre de critères, et sur ces critères-là, ils vont y mettre un ordre de priorité. Même si je te cache pas que le real moment reste, on va dire, dans 95% des cas, dans le top 1 ou dans le top 3 des voilà. Et en fonction de ça, c'est comme ça que je vais orienter mon reportage le jour J. Donc s'il y a des mariés qui sont pas fans vraiment et qui disent nous on veut passer plus de temps avec les invités, mais que toi tu vas les prendre dehors pour faire des photos de nuit et tu vas rester 1 heure dehors pour mettre des gels de couleur et que ça leur correspond pas, ça sert à rien. Donc il faut faire
au plus simple, au mieux, mais par rapport à leur personnalité et leur sensibilité photographique. Donc c'est là où je me distingue entre guillemets des photographes, par exemple, où on va dire oui, il a une signature photographique, il fait ça, il fait ceci. Non, moi je pars du principe que après ça dépend. Quand t'es un photographe de mariage, il faut aussi que tu prennes du plaisir en fonction de ce que tu fais. Je sais qu'il y a des photographes qui veulent pas faire de photos de couple, qui veulent purement se cantonner, comme j'avais déjà discuté de ça avec William Lamblay. Lui, il aime que les photos de moment. C'est à lui que je pensais. Et c'est tout à son honneur. Voilà. T'en as d'autres qui vont plutôt préférer que des photos de couple où tu vas mettre sur Insta, voilà, etc., etc. Moi, même si je préfère 1 milliard de fois les photos de moment parce que ce sont des photos qui vont prendre de la valeur par la suite, le jour où les personnes vont partir. Par exemple, le week-end dernier en mariage, j'étais à table, j'étais en train de discuter, etc., avec des invités, et il y avait le marié qui était avec son arrière-grand-mère. Parce que je savais que c'était son arrière-grand-mère par rapport au travail que j'ai fait avec eux lors du planning. Et il y a eu un petit moment comme ça où elle lui a posé la main sur le visage et il l'a regardé comme ça. Et moi, j'étais à table 1. Et je garde toujours mon 35 mm, ou en tout cas au niveau de mes pieds si quelque chose se passe. Donc toujours dans l'anticipation. Et boum, j'ai pris ma photo. Et là, j'étais content. Et là, il y avait un invité parce qu'on parlait un petit peu de la photographie. Je lui ai montré la photo. Je disais, tu vois cette photo-là? Eh ben, dans quelques années, elle aura beaucoup plus de valeur qu'à l'instant T. Elle n'aura pas de prix, ça je leur explique souvent. Exactement, voilà. Pour moi, c'est ce que je dis à tous les mariés que... C'est quand tu t'es marié il y a 10 ans et que tu as commencé à perdre des oncles et tantes, tu le sais tout de suite. C'est ça. La valeur de ces photos-là, quand tu vois quelqu'un d'un peu âgé et que tu sais que dans 10 ans, ta photo, elle n'aura pas la même valeur, ça c'est sûr que tu leur apportes un peu plus de soin. Tout à fait. Ma question suivante tenait à l'encadrement des mariés. C'est quelque chose que tu as l'air de faire beaucoup. Tu as une chaîne YouTube qui est dédiée aux mariés. Alors, elle n'est pas facilement accessible. Je crois qu'il faut être dans tes clients que tu crées un accès pour exactement, y accéder. Ouais. Tu as une forme de package de services. Je pense pas que ce soit vendu tel quel, mais c'est dans ton marketing, un package de services de coaching des mariés, je vais vous aider à organiser proprement votre mariage. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ton business en fait? Moi, je sais par exemple que un des trucs que je dis à mes mariés, c'est je suis là pour faire des photos et que pour faire des photos, je vous dois de faire que des photos et du coup, comptez pas sur moi pour le reste. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le discours inverse de je vais vous aider à tous les niveaux, mais tu vois, ça par exemple, ça peut vite déborder sur la journée en Mehdi, tu peux faire ci, Mehdi, tu peux faire ça, Mehdi, tu peux faire non, du tout. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je le fais. Déjà, encore une fois, quand on revient à la base de mon discours, je dis toujours aux mariés, en tout cas, c'est le comportement que je vais avoir. Je vais vous considérer, déjà moi, comme un membre de la famille. Je vais gérer votre mariage comme si c'était ma propre famille. Donc, ça sous-entend quoi aussi? Ça sous-entend que je déteste et je ne veux pas me cantonner qu'à un simple rôle de alors oui, je suis là pour prendre des photos, il n'y a pas de problème. Et il y a eu des situations que j'ai gérées. Alors, je suis pas obligé de le faire, mais en tout cas, toujours quand je fais les choses, c'est toujours avec du cœur pour les gens. Je le fais jamais pour me montrer, pour faire mon showman le jour J en mariage, ça ne m'intéresse pas. Et je vais te donner un exemple concret. Pourquoi je suis proche des mariés ou en tout cas, c'est pas que j'ai le rôle de wedding planner, ça n'a rien à voir. Enfin, je trouve, c'est là comme, en fait, tu fais un peu le rôle comme un témoin, tu sais. Tu vois le témoin où tu vois toujours, limite, j'ai envie de lui dire au témoin, vas-y, profite du moment. Si t'es en galère ou non, moi je suis là, tu vois, je peux faire mes photos et en même temps aller discuter vite fait avec le DJ ou avec le traiteur de voir, tu vois. Après, c'est des petites choses qui pour nous peut paraître très simple. Et je vais te donner un exemple. Et, il y a 2 ans de ça, j'avais fait un mariage en région parisienne. Et je savais, lorsque j'ai fait le planning, c'est pour ça que je pose toujours des questions sur la relation qu'entretiennent les mariés avec leurs proches. Et la mariée qui n'a plus de nouvelles de son papa, etc. Donc a toujours vécu avec sa maman, mais la première chose qu'elle m'avait dit sur la relation avec sa maman, c'est on est très fusionnel, mais il y a de grandes chances qu'on peut s'embrouiller. Parce qu'on a 2 caractères forts, et vu qu'on est trop fusionnel, des fois ça peut éclater. Bon,
Donc moi, forcément, ça, je le garde en tête, je prends mes petites notes, etc. C'est ce que je fais pour tous les mariages. Arrivé le jour J, la mariée devait se faire une petite retouche maquillage, coiffure pour la soirée. Donc c'était dans un genre de château avec une orangerie à l'extérieur. Et donc dans le château, il y avait une pièce dédiée où elle faisait son maquillage et sa coiffure. Et il y avait toutes ses copines qui étaient là, les copines de la mariée. Et la maman était censée se changer dans cette pièce-là pour la soirée. La maman, elle arrive, elle voit qu'il y avait trop de monde et qu'elle voulait se changer, il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de place pour se changer, personne voulait se bouger pour laisser entre guillemets maman s'habiller. Et c'est parti je vais pas dire en cacahuète, ça a commencé à s'engueuler entre mère-fille, et la maman qui dit la phrase qu'il faut jamais dire à un mariage, c'est comme ça, je me casse. Alors, soit tu gardes ta posture de photographe, tu restes observateur et tu dis, après tout, c'est leur problème, j'ai pas à m'immiscer dans les choses, c'est à eux de se débrouiller, mais auquel cas tu prends le risque que ton reportage de la soirée, c'est terminé. Voilà. Et tu finis sur un drame. Parce que ça aurait été comme ça. Je regarde autour, et c'est ça qui est, qui fait que j'ai une personnalité qui est franco, etc. C'est que les gens, à un moment donné, t'as envie de leur mettre des claques et leur dire, non mais réveillez-vous, nous sommes des êtres humains. Et autour, alors les copines, ça regardait, il y a personne qui a bronché, la maman est partie. Le plafond, quoi. Voilà, tu sais, observateur, mais genre limite avec un petit sentiment de satisfaction chez les gens, tu sais. Tout comme quand il y a un accident de voiture, tout le monde s'arrête pour regarder, ouais. Tu vois, c'est ce petit côté, ça m'est pas arrivé à moi, mais j'aime bien regarder, tu vois, le côté pervers des gens de manière générale. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru après la maman, qui était aussi, on va dire, d'une certaine origine. Et je l'ai attrapé par le bras et je lui ai dit maman et je lui ai dit en arabe en plus, hein, parce que c'est comme ça que j'appelle ma mère. Si tu veux, en arabe on dit yemma, hein, pour dire maman. Et quand tu sais, c'est le côté, méditerranéen, quand t'appelles même ta voisine, tu l'appelles tata, tu vois, c'est comme ça. Et même chez les Africains, c'est pareil. Donc on en rigole toujours quand on dit comme ça, quand t'appelles tonton, quand tu vois. Donc j'ai attrapé la maman par le bras, j'ai dit Yema, pas aujourd'hui. Elle était très énervée. Elle me dit non, lâche-moi et tout. J'ai dit non. Je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit regarde-moi. Et je lui ai regardé comme ça qu'un sourire. J'ai dit pas aujourd'hui. Tu vois. Et je savais qui était la meilleure amie de la maman. Et elle me voyait au loin. Et moi, je l'ai appelée, je lui ai fait un signe parce que je voyais que caractère, mes versions, là, c'était la goutte d'eau, quoi. Sa meilleure amie arrive et tout. Donc, je continue à la garder par le bras et je lui dis, voilà, j'ai regardé par le regard son amie et elle m'a compris. Et donc, du coup, elle l'a pris à part au moins pendant 20 minutes. Voilà. Et voilà. Et ensuite, j'ai eu une photo en fin de soirée où quand ils étaient en train de débarrasser les tables, et la maman qui a pris sa fille dans les bras, tu sais, où t'avais les gens qui débarrassaient, et ben voilà cette photo. Et ben quand j'ai conclu ce mariage par ça, je me suis dit voilà, t'avais deux possibilités, soit tu restes en posture photographe, voilà, ou soit tu lâches rien, t'essayes quand même, tu vois, comme si tu fais partie de la famille et tu peux régler des situations. Voilà, c'est pour ça que je me cantonne jamais trop à, on va dire. Après, ça dépend des mariages aussi, attention. C'est pas à chaque mariage, hein, selon le degré d'ouverture que te donnent aussi les mariés ou leurs proches aussi. Ce que tu racontes, je l'ai fait aussi. C'était pas dans ce sens-là que je te posais la question. C'était plus dans le côté organisationnel pur, tu vois, de comment on va faire ci, comment on va faire ça. Enfin, genre, tu donnes des directives. Ce que tu racontes là, moi j'ai eu ça entre un père et son fils qui ont eu une énorme embrouille parce que le fils s'est barré de la mairie avec les clés de bagnole du père et du coup ils se sont retrouvés coincés devant la mairie. Enfin, un truc pas possible. Et puis tu sais, c'est le machin qui part en couille. Et j'avais un second shooter ce jour-là et je l'avais laissé le temps d'aller récupérer du matos dans la voiture et c'est au moment où ça a explosé. J'ai dit t'as pris des photos? Il me fait non. Je dis bah si, tu prends des photos quoi, ça tu gardes. C'est une partie de la journée aussi quoi. Et donc je les vois, ils étaient encore très très chauds quand je suis arrivé. Je fais 2-3 photos et puis je vais choper le marié. Et puis, tu vois, il était truc, et puis je le prends comme ça. Arrête, pauvre gamin, il a 20 ans, c'est bon. D'ailleurs, t'as même pas vu tout ce qu'ils ont fumé en sortant de la mairie, mais c'est normal qu'ils aient oublié qu'ils avaient les clés de la voiture. Et là, le père, il s'arrête comme ça, il me regarde, et avec un air genre, t'es sérieux, t'es pas sérieux, puis je souris, et il commence à se marrer, et en fait, tout est désamorcé d'un coup, quoi.
Ça aussi, je le fais. Ça, c'est pas un problème, mais c'est pas dans le sens orga. Ouais. C'est la question que je te posais, c'était plus dans le sens orga, c'est-à-dire que oui, t'es proche des mariés, il y a des mariés avec qui t'es beaucoup plus proche que d'autres. Moi, ces mariés-là, j'ai été faire une bouffe avec eux le jour où je leur ai remis les photos. On s'est posé devant la télé et tout. On a regardé, on a commenté chaque image, pourquoi elle a été faite comme ça, machin truc et tout. C'est autre chose. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que toi, tu vois, dans ta chaîne, dans ton package, t'as cette espèce de posture d'expert, en fait. C'est pas tellement le copain qui va arranger les choses, le témoin, le truc. C'est l'expertise de j'ai l'habitude des mariages et s'il y a un problème avec le DJ, je vais pouvoir le gérer, par exemple. Tu vois, c'est plus comme ça que je le comprenais, moi. D'accord, ok. Non, parce que quand tu parlais de la chaîne YouTube, par exemple, c'était... La chaîne, c'est plus ça. Parce que du coup, j'y ai peu accédé. J'ai vu qu'une vidéo qui est disponible. Mais, non, parce que ce sont que des liens privés. Et pourquoi je les ai rendus privés? Parce qu'il y avait quelques photographes qui usurpaient un petit peu, qui disaient en gros qu'ils travaillaient avec moi. Donc j'ai eu vent de quelques photographes qui passaient des contrats en disant on travaille avec Mehdi, c'est la même qualité, etc., etc. Donc j'avais décidé depuis que j'ai su ça de verrouiller tout le travail que je fais avec les mariés en off. Donc c'est pour ça qu'il y a les vidéos, en fait, tout simplement pendant la période de Covid, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas créer une genre de télé radio télévisée, je sais pas comment on peut appeler ça, dans mon bureau, donc ici. Et donc et j'ai créé des vidéos donc qui reprennent toutes les étapes de la journée de mariage. Donc je me filmais, je montrais des photos avec en expliquant des contextes pour les photos que j'avais présélectionnées, et en même temps j'expliquais des petits cas de figure qui peuvent arriver le jour du mariage. Par exemple, des conseils qui peuvent t'impacter toi en tant que photographe. Je te donne un exemple. Donc dans une de mes vidéos concernant les préparatifs des mariés, je dis toujours, donc je donne des petits exemples et je dis par exemple pour la mariée et eux, lorsqu'elle récupère sa robe, elle a tendance à la garder sous dans sa protection. Elle veut pas l'enlever jusqu'au jour du mariage. Sauf que c'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma carrière de photographe que au moment de découvrir la robe, bah tiens, il manque un jupon. Tiens, il manque peut-être les gants, le voile, etc., etc. Voilà. Et donc tout ça, j'ai tout compilé, mon retour d'expérience dans ces épisodes que je fais que pour mes mariés. Et c'est pour ça que ça fait partie de ce que j'appelle du coaching, mais c'est du coaching pour les sensibiliser, pour aussi les éduquer aussi d'une certaine manière, et toi-même t'as dû déjà le vivre, qu'il y a quelqu'un qui vient te voir, généralement c'est soit un témoin qui vient te voir qui dit « Ah moi mon mariage, j'ai fait une photo de groupe en forme de cœur, est-ce qu'on peut le faire pour la mariée ?» Tu vois, des trucs comme ça. Et ça, je supporte pas les gens qui viennent te squeezer en mode oui, moi je me suis marié, donc j'ai l'expérience, limite ils ont plus d'expérience que toi. Donc quand j'ai fait ces vidéos-là, j'ai tout balancé. Je balance bien sûr des choses concrètes, tangibles liées à la photographie, et des choses qui vont, l'idée c'est toujours de les orienter pour que leur mariage soit à leur image, et pas à l'image pour faire plaisir, ça peut être des parents, ça peut être un témoin, d'un meilleur ami, etc. Tu vois. Et donc c'est dans ce sens-là que du coup je suis beaucoup moins impliqué dans la journée de mariage à régler les problématiques. Parce que je dis toujours aux mariés, s'ils regardent mes vidéos, là normalement ça doit être bon. Tu devrais éviter au moins la plupart des problèmes. En fait, tes vidéos visent à éviter justement qu'on te considère comme le wedding planner le jour du mariage finalement. Exactement. Et en même temps, t'as un impact bénéfique pour tes photos. Parce que s'ils suivent tes conseils, par exemple, toi aussi t'as dû le vivre ou pas, quand t'as des mariés qui se préparent ou qui se font maquiller dans des mezzanines, où t'as une petite fenêtre, où la seule ampoule qu'il y a, elle est orangée de ouf, voilà, c'est pas l'éclate. Donc tout ça, quand tu compiles tout ça et que t'expliques aux mariés l'importance de l'espace, de la lumière, et tu leur donnes des pistes. Et après, le jour J, quand t'arrives, déjà t'es en terrain conquis. Pourquoi ? Parce que non seulement les mariés t'ont vu en vidéo, donc ils voient et limite ils ont tellement vu tes vidéos de toi qu'ils te connaissent limite même mieux que un entourage, etc. Tu vois. Donc quand t'arrives, la première réflexion qu'on fait, Mehdi, tu veux un café ? Ça déjà ça c'est bon signe. Et quand les parents te connaissent déjà parce qu'ils ont entendu parler de toi sur les trucs, et à la fin, bah moi depuis que j'ai fait ces vidéos là, en tout cas j'ai vu la différence, l'avant et après vidéo aussi, hein, très clairement. Hein. Ça te change la vie en tant que photographe de mariage.
Ouais, c'est marrant. C'est marrant que tu dis ça. Tu vois, tu racontes les coups du mariage, des préparatifs où elle se fait maquiller et tout. J'ai eu un mariage en 2 parties. Je suis descendu 2 fois à Aix-en-Provence. Les 2 fois, les préparatifs étaient dans la maison. Donc, une fois pour la mairie, une fois pour la SINA. Et la première fois, elle s'est maquillée dans sa chambre où il n'y avait pas de place pour tourner. Il y avait une fenêtre qui était derrière elle, il n'y avait pas de lumière, c'était un enfer. Et je lui ai dit, tu sais, c'était pas la meilleure config. J'ai dit à la maquilleuse, j'ai dit, toi, tu m'as pas gâté là. Et je suis venu la 2e fois, elle s'était mise en bas dans le salon devant la grande baie vitrée et c'était autrement plus agréable, quoi. Donc Voilà. c'est vrai que quand tu dis certaines choses, effectivement. Ok, c'est beaucoup plus clair comme ça, parce qu'effectivement, comme elles sont pas accessibles, on a tendance à croire que tu te mets dans un rôle de vrai wedding planner et que du tout, non. C'est vraiment, tu te facilites la vie en fait. C'est ça, parce que ça a un impact sur toi et aussi sur ton mood le jour du mariage. Ouais. Tu vois. Ouais. Et tu sais très bien que quand t'arrives le matin même, si c'est le boxon, que t'as plein de boîtes par terre, que c'est toi qui dois le faire parce que tout le monde est dans stress, un truc, tu dois te déplacer, c'est affreux. Et après, tu démarres une journée un peu à l'arrache. Même eux, ils sont à l'arrache généralement, tu vois, quand c'est comme ça dès le matin, t'as compris. Donc, d'où l'importance de sensibiliser, voire d'éduquer les futurs mariés qui est leur première expérience de manière générale en tant que mariés, quoi. Donc c'est pas évident pour eux non plus. Alors on va revenir un petit peu sur le côté FFPMI, comme souvent chez les photographes de la FFPMI, et je pense que c'est aussi une petite déformation du fait qu'on parle entre nous quand on y est. Il y a l'artisan d'un côté, il y a l'artiste de l'autre, enfin les deux sont la même personne, mais il y a vraiment un côté artisanat qui est plus prononcé, je trouve, chez les photographes FFPMI que chez les autres, qui peuvent se retrouver des fois plus du côté artiste, voire ne pas avoir réellement de côté commercial, tu vois. Je sais pas si on est sur les groupes de photographes, les perles, les trucs comme ça, où on en voit quelques-uns qui postent quand même des sacrées conneries. Je pense que tout le monde n'a pas des situations aussi dramatiques, mais il y a quand même plein de gens qui ont des situations relativement comparables à échelle un peu plus normale. Toi, en plus, t'es président des Hauts-de-France. T'as un vrai engagement là-dedans. Il y a une composante vraiment business que tout le monde n'a pas en fait, tu vois, en mariage. Aujourd'hui, comment tu vois toi la profession ? Comment c'est quoi la façon dont tu vois ça ? Je vais te dire, de toute façon, c'est le constat qu'on fait de manière générale, même au sein de la FFPMI. Et la problématique encore en France, c'est que toi-même, tu sais, la photographie, il suffit d'avoir un numéro de tirette pour être photographe. Bon, sur ça, il n'y a pas de problème, c'est plutôt facile d'accès. Je critique pas plus que ça le modèle, parce que je pars du principe, c'est pas parce que tu es diplômé que tu vas être un bon photographe. Voilà, ça, on a vu des cas dans tous les métiers, surtout quand tu es dans les métiers, quand on dit artisanaux, c'est tout ce qui est fait à la base des mains et du cerveau. Voilà, t'as pas besoin forcément d'être ultra diplômé. Moi, je le revendique toujours. La seule formation que j'ai faite dans ma vie, c'est une formation en visio avec William Lamblay qui a duré peut-être une journée ou voilà. C'est la seule chose que j'ai faite en photographie. Après, je dis pas qu'il faut pas se former, etc. Mais j'en suis la preuve vivante aussi que c'est possible quand on a de l'ambition, quand on a de l'envie et du plaisir à faire ce qu'on fait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je pars du constat qu'on est quand même sur un métier qui est précaire. Il est précaire pourquoi ? Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu peux discuter avec beaucoup de photographes. Beaucoup ne sont pas couverts. Il y en a beaucoup encore qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de prévoyance, qui ne savent pas qu'il faut prendre une prévoyance, qu'il faut aussi penser à sa retraite au plus tôt, au mieux pour faire des placements qui peuvent être financés par sa propre entreprise. Il y en a beaucoup qui n'ont aucune notion comptable et fiscale, beaucoup. Mais tu vas discuter avec eux, ils vont te dire, moi je vends des packages à 3000 € et moi ça me fait sourire parce qu'on sait très bien que c'est du vent, que c'est du fake entre guillemets. Donc effectivement, l'équilibre, le principal équilibre qui est le plus dur dans l'artisanat, c'est de garder un équilibre entre le savoir-faire entre guillemets technique et le savoir-faire en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est deux métiers qui sont totalement différents. D'un côté, tu peux être un très bon photographe et ne pas savoir te vendre, ne pas savoir gérer ta trésorerie, etc., etc. Et à l'inverse, tu peux être un très bon entrepreneur et un photographe très moyen
et au même titre, il pourra peut-être mieux gagner sa vie que le photographe qui est excellent. Et la barrière qui est pour moi la barrière la plus flagrante, c'est ceux qui se considèrent comme des artistes. À un moment donné, faut arrêter le délire du terme artiste. Même moi, je me considère pas comme un artiste. Pour moi, c'est quoi un artiste? Le jour où le photographe sera, aura ses propres expositions dans une galerie d'art, là on pourra parler d'artiste. Être artiste-auteur, être artisan, ce sont des statuts, même si on peut être artiste-auteur au sein même, tu peux avoir ta certification entre guillemets auprès de la Chambre des métiers en tant que artisan d'art. Mais être artisan d'art, c'est pas donné à tous les photographes. Il y a quand même des process, etc. pour avoir cette qualification-là. Mais aujourd'hui, tu sais, on est sur un métier qui est très marketé. Instagram, voici le fine art, le truc. Moi, je suis un artiste. Donc, tout le monde se considère un peu comme des artistes. Pour vendre quoi? Pour vendre au plus cher. Tout simplement. Et donc, vu qu'on a une élasticité prix, etc., et que beaucoup vont alors avec les packages, l'un il fait ci, l'un il fait cela, ça faut effacer toute cette partie-là et remettre les fondements même sur la table. Voilà. Pour être photographe, il faut savoir gérer le côté business qui est comptabilité, marketing, commercial, etc. Et nous, au sein de la FFPMI, on tend beaucoup plus, et moi-même en région, de faire appel à des intervenants plus sur la partie business que sur la partie technique. Moi, j'ai dit la technique, on s'en fout. Si vous êtes photographe, c'est que vous savez un minimum gérer ce qu'on appelle, le triangle des ISO, l'ouverture, vitesse, etc. Si vous êtes un photographe, vous êtes mis... Voilà, on est quand même à l'ère du numérique, c'est pas non plus... De toute façon, la partie photo, t'en parles avec les autres adhérents et c'est suffisant en fait. Exactement. Voilà. Mais le problème, va-t'en rameuter toi au sein d'une organisation professionnelle et d'ouvrir les esprits. En disant la FFPMI, c'est pas un club de copains. Alors oui, on peut faire des affinités, etc. Il y a des congrès, il y a des choses, mais il y a des choses concrètes qui sont mises en place. Le concours de portraitistes de France, c'est pas rien. Donc bien sûr, t'en auras toujours qui vont dire oui, mais les concours ça sert à rien. Ça on connaît le truc. Tant que t'as jamais testé, tu peux pas savoir entre guillemets. Et en même temps, t'es toujours mieux loti quand t'es caché. Ouais. Que moi j'ai beaucoup plus de respect que celui qui participe à des concours, qui se prend des claques, qui dit j'ai pas réussi. Nous, au sein de notre fédération dans les Hauts-de-France, là que c'est peut-être la deuxième ou troisième fois qu'ils passent sur portraitistes de France, qui l'ont pas eu, mais qui ne lâchent pas. Et encore une fois, on revient toujours au discours que je tiens à mes enfants. C'est pas le parcours qui compte, c'est la finalité. Tu vois. Et donc au sein de la FFPMI, on a plusieurs missions qui est bien sûr de rassembler les photographes, et c'est la partie la plus difficile parce que il y a beaucoup de réfractaires, ils comprennent pas forcément. Après, peut-être que c'est de notre faute aussi qu'on a pas assez communiqué, même si qu'après le Covid. Voilà, il y a eu beaucoup de conférences en ligne qui ont fait que, connaître la FFPMI aujourd'hui, je pense que beaucoup de photographes... Je rappelle que si on a été inclus dans les listes des gens qui avaient des dédommagements, c'était aussi grâce à la FFPMI, quoi. Exactement. Et pour répondre à ta question, tu disais qu'on est très artisan. Pourquoi? Parce qu'on dépend, on est affilié à la Confédération nationale de l'artisanat et des métiers de services et de fabrication qui s'appelle la CNAMS. Et la CNAMS dépend de l'U2P, et c'est l'U2P qui a fait pression grâce à la CNAMS. Et bien sûr, nous, la FFPMI a fait appel à la CNAMS à l'U2P, et l'U2P qui a fait qu'on a réussi à avoir l'aide de solidarité là. Ouais. Exactement. Voilà. Et ça, très peu de photographes connaissent ça. On dit toujours, être affilié à une organisation professionnelle, plus on est nombreux, plus on pourra peser sur les prises de décision, et en tout cas de les faire monter au maximum. Mais quand t'es, on va dire 1000 adhérents en France, c'est encore pas suffisant. Il faut que les photographes nous rejoignent de plus en plus, comme ça nous on peut faire valoir la voix des photographes parmi les plus hautes instances pour faire bouger les lignes. Parce que sinon on restera, qu'on le veuille ou non, sur un métier précaire. Et j'aimerais bien savoir le nombre de photographes qui arrivent à se sortir un salaire régulier sur un nombre d'années précis. Voilà, ça c'est toujours... mais ça reste un peu une omerta où on joue un petit peu au bluff. Voilà. Et moi, c'est ce que je reproche chez pas mal de photographes, que c'est, je vends à autant, mais on sait très bien que t'es pas viable.
Voilà. Ouais, Quand c'est flou. voilà. C'est flou. Mais après, je sais plus qui disait Exactement. que quand quelqu'un vend une formation, il devrait d'abord publier son bilan. Et je trouve qu'il a assez raison. Exact. C'est très facile de dire je vais Excellent. t'apprendre. Je valide. Et effectivement, il y en a beaucoup qui te vendent du rêve. Et quand tu regardes un petit peu comment ils gagnent leur vie, en fait, ils vendent que de la formation, quoi. Donc, Voilà. c'est assez important à avoir. Et puis sur AFFPMI, je rajoute un truc. Alors c'est peut-être plus facile aussi à Paris parce qu'on est plus proches les uns des autres et on a plus de facilité à se regrouper. Mais on a un vrai effort Île-de-France, c'est sûr, et les autres régions, je pense qu'il y a aussi à essayer de regrouper un peu les gens sur des trucs un peu plus ludiques, sur des opportunités de partage photographique. Moi, j'organise à Paris des sorties street photographie pour la FFPMI. Je sais qu'il y a eu des tentatives en région de faire ça a été un peu plus compliqué parce que vous êtes plus éloignés les uns des autres. C'est sûr que les Hauts-de-France, c'est un poil plus large, c'est un peu plus compliqué de tous vous retrouver. Tout à fait, ouais. De manière régulière. Mais voilà, en tout cas, il y a un vrai effort là-dessus pour apporter quelque chose d'autre que le juridique, que ce soit quelque chose de plus convivial. Et encore une fois, rejoignez-nous et accessoirement, si demain, dans les Hauts-de-France, il y a 2 ou 3 000 adhérents, peut-être que c'est compliqué de réunir les 3 000, mais par contre, par petit groupe de 50 ou par petit groupe de 20, ce sera beaucoup plus facile parce que les gens seront mécaniquement plus proches les uns des autres. Donc, effectivement, ça aidera à développer à tous les niveaux. J'ai bien vendu la FFPMI. Exactement. Bon, après, moi, je dis toujours, faut que, alors ça, c'est pour les photographes qui nous écoutent. La FFPMI, c'est un appel au cœur. Si vous venez pas avec du cœur vraiment parce que vous avez une vision pour le métier de la photographie qui tend avec l'intelligence artificielle à muter dans les prochains mois ou dans les prochaines années, si vous avez pas cette vision-là, bien sûr, ça sert à rien de venir à la FFPMI. Si on vient à la FFPMI, c'est pas pour venir pour une année. C'est pour venir vraiment parce que vous y croyez et nous, ça c'est important de le dire aussi. Il y a beaucoup de membres adhérents ou même des personnes qui font partie d'un bureau régional ou les présidents, etc. Nous sommes tous des bénévoles. On n'a rien à gagner au final. On prend de notre temps, on peut le passer en famille, etc. On le fait vraiment de bon cœur parce qu'on y croit tout simplement. Donc voilà, ça c'est le message que j'avais à passer après à bon entendeur, mais en même temps, on ne lâchera jamais la lutte pour notre métier, voilà. Attends, rejoignez-nous. On est sympa. On finit toujours cette section en parlant d'une photo en particulier. Toi, on va parler de l'évolution d'une photo. Tu as commencé un petit peu plus haut, un petit peu plus tôt dans le podcast à en parler. Je t'ai arrêté en te disant on va en parler un petit peu plus loin. Et c'est vrai que moi, je connais comment on se suit depuis un certain temps. Je crois qu'on s'était vu une fois, peut-être, même pas, je suis même pas sûr, avant de se rencontrer à l'événement. Mais non, on s'était jamais rencontrés. On est en contact, on est en contact assez régulier via les réseaux. Et donc du coup, je connais tes photos. En général, on se connaît tous par une ou deux photos un peu emblématiques. Toi, ta photo un peu emblématique, ta photo un peu signature, c'est un couple qui est sur des pilotis, celle qui a été le plus primé a priori de tes photos, je crois. Et ils se tiennent la main, ils se font face à face. Elle est en noir et blanc, elle est belle. Si tu veux bien, on la mettra dans les notes d'épisode pour que les gens la voient. Et en fait, en fouillant un petit peu ton Instagram pour préparer l'épisode, je suis tombé sur la V1 de cette photo. Et effectivement, tu l'avais déjà fait, donc j'imagine que c'est un endroit auquel tu as accès de manière un peu récurrente, où tu avais déjà fait une tentative. La première photo marche beaucoup moins bien que la version qu'on connaît tous. Oui. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'évolution de cette photo, parce que moi, ma photo signature a connu une évolution en plusieurs fois, comme celle-là en fait. Et je trouve que c'est très intéressant de voir que c'est pas forcément parfait du premier coup. C'est ça. Et je vais te dire pourquoi. La première version, si je dis pas de bêtises, elle doit dater de 2014. Donc quasiment 10 ans, t'imagines. Et en fait, pour répondre concrètement à ta question, depuis le premier mariage que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des mutations sur ta manière de travailler, sur ta personnalité aussi, parce que tu apprends beaucoup en mariage d'un point de vue humain et comment gérer certaines situations. Et ton œil s'affûte, tu sais, en fonction de de ta technique que tu t'es perfectionné au fur et à mesure, mais pas forcément au niveau de la technique, parce que peut-être que la technique, on l'avait déjà, mais comment l'utiliser, cette technique. Et ça répond à la créativité que tu disais. Alors peut-être qu'il y a des années de ça, peut-être j'étais moins créatif, peut-être que mes photos
tous mes mariés, j'ai jamais eu un retour négatif sur mes photos, donc les photos ont toujours plu. Mais quand tu veux passer de créer des propres créations, etc., bah ça devient à un moment donné où tu te dis, tiens, il y a cet endroit-là, peut-être que je l'ai mal exploité et je dois faire une séance photo là-bas, donc ouais, ben peut-être il y a quelque chose de sympa à faire. Ouais. En tout cas, tu sais Et une donc, fois de la première photo et que ouais, tu sais ce que tu vas enlever de la photo d'avant. En fait, tu sais pas forcément ce que tu vas tout faire. à fait. Mais par contre, Voilà. tu sais ce que tu peux enlever de la première. En fait, le truc, c'est que quand tu vas faire une photo, faut toujours prendre aussi en compte la morphologie des gens, tu vois. Et ça, une photo comme celle que tu es en train de dire avec le noir et blanc, donc la dernière version entre guillemets, j'aurais jamais pu la faire avec d'autres mariés si elle avait une robe différente ou le marié avait une morphologie différente. Faut les mettre dessus. Parce que là, c'est très rectiligne. Si tu fais attention aux lignes, c'est très rectiligne, tu vois. Et c'est ça qui fait la beauté de la photo au final. En fait, pour faire une photo très créative aussi, c'est vrai qu'il faut garder une certaine homogénéité sur, ça peut être les textures, sur les lignes, etc. C'est ça toujours les photos qui vont être les plus impactantes. Alors, heureusement ou malheureusement, parce que tu vas mettre un autre coupe peut-être pas aussi bien, on va dire, sur les lignes physiquement, tu sais, harmonieusement, bah t'auras jamais le même impact. C'est pour ça qu'on a les photos à concours de portraits où la plupart du temps, ceux qui vont gagner, et tu le vois, ça va être des photos très, comment dire, on va beaucoup jouer sur les lignes, sur les contrastes, etc. Voilà, ça c'est hyper important. Que sur les moments, là tu peux prendre vraiment de tout, ça il y a aucune contrainte. Mais voilà, mais pour répondre à ta question concrètement par rapport à cette photo-là, ça a été, voilà, c'était un regret que j'avais initialement. Je dis bah tiens. Avec tout ce que j'ai emmagasiné, etc. D'expérience, je pense que cet endroit-là, j'aurais pu l'utiliser à meilleur escient, quoi. Et voilà. Et j'y suis retourné depuis, hein. Et j'ai pris encore des photos différentes. Cette fois, c'est moi qui monte sur sur les pontons, et là, je peux faire des plans assez sympas en mouvement, et voilà. Et après, tu pars. En fait, quand t'as une base, c'est marrant comment tu peux revenir 10 fois sur le même endroit, et peut-être que 10 fois, tu vas peut-être changer ta manière de photographier, tu vois. Avec les mêmes éléments, tu fais une nouvelle recette. Je revisite en permanence. Moi, je fais pareil aussi. Je retourne toujours au même endroit et je la refais régulièrement. Elle n'est pas toujours différente, mais par contre, des fois, ouais, il y a une petite nouveauté qui fait qu'elle marche mieux. C'est ça, okay, exactement. Cas, voilà, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'effectivement, tu n'es pas obligé de réussir tout du premier coup. Tu peux revenir, tu peux refaire, et effectivement, des fois, ça s'affine. C'est comme le bon vin, avec le temps, ça devient meilleur. Et il faut rater, il faut prendre, comment dire, enfin, faut rater, faut pas te planter sur tes photos, voilà. Tu vas livrer des photos éclatées au client, bien sûr, voilà. Surtout quand t'es en nom propre. Mais il faut être dur envers soi-même. Voilà. Il faut être exigeant envers son propre travail et d'essayer de toujours, parce que à partir du moment où la problématique, quand tu commences à t'ennuyer, c'est qu'il y a un problème. Quand tu sens que c'est redondant, et ça s'est beaucoup trouvé par exemple quand je discutais avec des vidéastes qui quittent le monde du mariage parce qu'ils estiment qu'ils s'ennuient maintenant et qu'ils ont fait le tour. Et moi je pars du principe qu'à un moment donné, quand tu sens qu'il y a de l'ennui ou une routine qui s'installe, il faut repartir dans ton système en mode je vais aller chercher quelque chose que j'ai pas l'habitude. Le jour J, t'essayes de faire. Tu te pousses un peu, quoi. Exactement, de te challenger. La photo, elle a évolué. La première, elle est pas mal. Franchement, les mariés, je pense qu'ils ont reçu ça, ils étaient très contents. Elle est jolie, tu vois. Mais clairement, entre la première et la deuxième, il y en a une qui passe jamais en concours et l'autre qui est primée à pratiquement tous les concours où elle passe. Et ça joue sur des petites choses. C'est ça, exactement. C'est important. On arrive à la conclusion de l'épisode. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière. Bon, les pires moments de ma carrière, ça va être plutôt... Alors on va dire, ouais, Mehdi est très... ça va être plutôt sur des réflexions que j'ai pu avoir en mariage. Enfin, plutôt pu entendre, et que les invités, par exemple, ne se rendaient pas compte de ce qu'ils disent, en fait. Je vais donner 2 cas concrets. Donc, en d'autres termes, le sujet, c'est le racisme qu'on peut retrouver en mariage. Alors, ça, j'ai déjà eu plusieurs fois. Enfin, c'est du racisme latent. Hein, par exemple, donc ça pour moi, c'est échec. C'est pas forcément un échec pour moi parce que j'aime bien ce genre de situation. C'est toujours passionnant, on va dire d'un point de vue humain. Mais c'est dommage quand même que même en mariage, t'as des choses qui devraient pas se passer. On est censé célébrer le moment, etc., et pas partir sur
Donc il y a deux cas que je peux expliquer. Le premier, c'était 2014, fameuse Coupe du Monde où l'équipe d'Algérie, on va dire, avait atteint un certain stade à la Coupe du Monde et qu'effectivement il y avait une table qui parlait fort pour que les autres tables l'entendent, où ça disait très clairement sur les Algériens, sur les Arabes, même si je déteste ce terme. Alors ça, je préfère dire directement dans vos vies, ne jamais employer le terme un arabe. Nous ne sommes pas des arabes. Ça, c'est un terme qui a été colonial et qui le reste encore aujourd'hui de dire un arabe. Vous pouvez dire nous sommes des Numides ou des Berbères ou des Kabyles, il n'y a pas de problème, que ce soit pour les Tunisiens, Marocains ou ceux qui sont d'origine algérienne. Le terme arabe est très péjoratif, ça je vous le dis. Et donc en mariage, il y avait une table effectivement qui disait ouvertement ces Arabes, etc., etc. Donc moi je suis passé par là avec mon sourire toujours ravageur, en disant hop, qui vous dit que je suis pas d'origine algérienne? Mais comme ça, vraiment, moi je prends toujours les choses à la rigolade à la base. Et donc forcément, les gens ils te regardent, ils se figent. Qu'est-ce qu'il nous veut? Et après, tu pars en discussion et t'essayes de montrer par ton sourire que ce qu'ils sont en train de dire, c'est idiot. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, j'étais à table avec la maman du marié. Et c'est à l'époque quand il y a eu les attentats de Barcelone. Et là, oui, les Arabes, les musulmans, et ceci. Alors bon, on est... Et donc, je l'appelais maman, pareil. Oui, mais maman, on est en mariage, là, quand même. Et qui vous dit que je suis pas de confession musulmane, même si j'ai pas la... Ah bon? T'es un Arabe, toi? Ouais, mais je lui dis, mais madame, je vous en veux pas, je lui ai dit. Je lui ai dit, vous savez pourquoi vous réagissez comme ça? Parce que... je parie que vous n'avez jamais eu une amitié, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui est de confession musulmane, qui m'a dit voilà. J'ai dit ça s'arrête pas à Marrakech, on va dire le système. Enfin bref. Donc voilà. Donc ça a été des petits, on va dire les moments peut-être les plus frustrants. J'aime bien ta réaction par contre, parce que t'as des gens qui se vexeraient et qui enverraient chier tout le monde. Et j'aime bien cette idée qu'on n'est pas obligé de s'arrêter de parler, quoi. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? Le meilleur moment de ma carrière, en tout cas, le meilleur moment, c'était peut-être en 2011. Le moment peut-être le plus fort que j'ai vécu en mariage. C'est un papa qui m'appelle et qui me dit oui, bonjour monsieur, je recherche un photographe pour le mariage de mon fils. Je préfère vous prévenir parce que vous êtes le quatrième que j'appelle, parce que les autres ont refusé. Mon fils, il est sourd et muet, et il se marie avec une femme qui est sourde et muette aussi. Est-ce que ça vous pose problème? Je lui dis non, ça me pose pas problème, au contraire. Et moi, je voyais ça plutôt comme quelque chose de t'es photographe mais tu fais pas de sélection naturelle ou je sais pas trop quoi comme font beaucoup la point de vue esthétique pour tu vois. C'est une super aventure. Exactement. Moi j'ai eu des clients comme ça, une circoncision, les deux parents sont muets et au contraire c'était génial. C'est génial. Et tu discutes que par quoi? Par le regard, la gestuelle, les sourires. Et ça s'est très très bien passé. T'as le papa à la fin qui est venu te remercier en disant merci, mes enfants ils sont heureux. Mais moi, qui m'a plus marqué pendant ce mariage-là, c'est qu'ils avaient une petite fille de 5 ans et qu'elle parlait déjà le langage des signes avec ses parents. C'était incroyable. Qui elle-même était vraiment. Entendante. Et là, tu dis comment? La petite a été entendante. Elle parle, elle entend naturellement et elle avait appris avec ses parents, quoi. Exactement. Donc elle parlait, mais ses parents, voilà. Tu vois. C'est le mariage le plus marquant que j'ai fait, on va dire, dans toute ma carrière. Il y a une vraie logique parce qu'en fait, quand tu as des enfants, tu sais très bien que les premières communications que tu as avec eux, c'est par la gestuelle. Quand tu dis interdit et que tu fais une croix avec les doigts, c'est comme ça qu'on leur apprend qu'ils n'ont pas le droit de faire quand ils savent pas encore parler, quoi. Et c'est comme ça qu'ils communiquent avec toi. Donc finalement, il y a une vraie logique. Ok, jolie histoire. Dernière question. Qu'est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode? Ouais, je dirais... je peux t'en dire un ou deux. Tu peux en dire autant que tu veux. Autant que je veux. Bon, allez, je vais dire quelqu'un qui est très intéressant et avec pareil, on va dire au niveau de personnalité, Yannick Henneuse. C'est bien, c'est mon secrétaire régional qui a gagné des médailles au MPPF en digital art. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est
très fort dans ce qu'il fait et qui a une vie il a eu une vie en tout cas, franchement, qui mérite d'être entendu, et il y a un parcours voilà, vraiment atypique aussi. Okay. Ces photographes-là, c'est très intéressant aussi de se pencher sur leur parcours, sur leur histoire et sur ce qu'ils ont produit dans leur vie. C'est souvent l'histoire de vie qui est intéressante. Il y a la photo en elle-même, et puis ce qui fait le cœur d'un épisode, c'est souvent l'histoire de la vie. Exactement, tout à fait. Bah, c'est parfait, tout ça, je note. Et puis on discutera hors antenne de nous mettre en relation. Il me reste à te remercier d'avoir accepté de répondre à mes questions, d'avoir accepté de participer à cet épisode. Je pense qu'on se verra très prochainement à une réunion FFPMI ou l'autre. Et, avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Allez, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dledp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode de Dans l'œil du photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.